Et en fait, le dernier jour, tu montes le dernier col et là, tu entames 60 bornes, 50 bornes de descente, je crois, ou 40, je sais plus. Et tu vois le lac. Et là, tu comprends, en fait, d'abord, tu comprends que c'est fini. Et tu comprends que ça fait 4 jours que tu es en montagne, que tu es déconnecté de tout, du Covid de merde, de ton boulot qui t'a viré. Et là, tu te dis, putain, c'est fini. Et là, et en fait, d'un coup, tu as les boules et tu te dis, mais non. En fait, tout ce moment, tu te dis, oh là là, il reste plus que 40 bornes, il reste plus que... Et là, tu arrives à ce moment-là et tu te dis, mais j'ai pas envie. Je veux pas rentrer. Tu sais, c'est comme quand il faut rentrer de vacances, quoi. Mais je veux pas rentrer. Moi, c'est ces débutants qui ont des ampoules, tu vois. Sauf qu'évidemment, j'avais des ampoules, que je le sentais, mais que je me dis, mais ça sert à rien de se faire crever des ampoules, tu vois. Bah voilà, je suis partie avec mes ampoules dans la descente. J'ai souffert, mais genre le martyr. Et si bien qu'à 3 km du stade, enfin, genre on était encore j'avais plus de lumière, plus rien. Et là, je voulais enlever mes chaussures. En fait, c'était dans ma tête, c'était terminé. Il n'y avait plus de course, j'en avais plus rien à foutre de la course. Et là, je me dis, à partir du moment où j'arrive sur le dur, j'appelle un Uber. Sauf qu'il n'y a pas Uber à l'arrivée. Et je ne vais pas à l'arrivée, tu vois. Et je me dis, je ne vais pas à l'arrivée, j'en ai rien à foutre. Ça m'a saoulée. Alors que j'étais quand même, je sais pas, je sais plus, j'étais dans mon truc. Salut à toutes et à tous, et bienvenue aux amis trailers, runners ou encore non sportifs. Dans le LTP, je reçois les personnages divers et variés qui constituent ce milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, à travers un entretien au format long, entrer en profondeur dans l'intimité de mes invités. Ceci afin de connaître leur histoire, leurs moments marquants, leurs petits secrets. Mais je souhaite également, dans ce projet, créer une vraie communauté participative. Et pour atteindre cet objectif, vous pouvez m'aider en parlant du LTP autour de vous, car le bouche à oreille reste le meilleur moyen de nous faire grandir. N'hésitez pas également à noter avec 5 étoiles et à laisser un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à grimper dans les classements. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces considérations, et passons à la présentation de l'invité du jour. Ce soir, je reçois une des personnalités françaises les plus inspirantes du monde du sport. Originaire de Montpellier et qui vit depuis 2015 à Doha au Qatar, cette avocate de 40 ans est une vraie dévoreuse d'aventures et de défis. Elle est spécialisée dans les efforts d'ultra-endurance, principalement en triathlon, mais aussi en cyclisme d'endurance. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode 2 d'Ultra Talk avec Arnaud Manzanini. Comme habituellement, nous évoquerons son parcours de vie et sportif, la manière dont elle organise sa vie entre les paramètres pro, perso et l'impressionnant volume sportif qu'elle met en œuvre pour accomplir les défis qu'elle entreprend. Nous allons revenir d'ailleurs sur un des exploits sportifs les plus retentissants de l'année 2018, son record féminin sur l'enduroman. Mais puisque le LTP est un podcast de trail, nous allons parler longuement du dernier défi qu'elle s'est fixé sur une des rares courses maintenues en 2020. Il s'agit de la Swiss Peak et ses 363 km et 27 000 mètres de dénivelé positif. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Perrine Fage. Salut Perrine, bienvenue et je te remercie de nous rejoindre sur le podcast. Salut, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est normal. Perrine, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour certains des auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Perrine, j'ai 40 ans, je suis française, méditerranéenne et je vis actuellement depuis 5 ans, je suis expatriée au Moyen-Orient, à Doha, et je suis avocat et je travaille pour une entreprise de médias sportifs. Et quoi d'autre ? Je fais beaucoup de sport, beaucoup d'aventures et je voyage à travers le monde pour vivre ma passion pendant tout le temps libre que j'ai quand je ne travaille pas. Je suis sur mon vélo ou en train de courir quelque part dans le monde. Je te remercie pour la présentation. En quelques mots, c'était parfait. Moi, j'aime bien commencer d'abord avec mes invités par l'enfance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'endroit où tu as grandi, dans les conditions dans lesquelles tu as grandi ? J'ai grandi dans les Cévennes, donc à la campagne, dans un petit bled de 300 habitants. Qui s'appelle ? Donc, Brissac. Brissac, c'est important de le nommer. Voilà, et puis j'ai eu une enfance à jouer dans les arbres, à faire des cabanes, et j'ai eu une enfance un peu particulière, c'est-à-dire qu'assez jeune, vers
J'ai fait de l'équitation très jeune, à partir de 4 ans, et ça a été. Je suis devenue sportive de haut niveau très jeune, à 12 ans. 12 ans, j'étais déjà au championnat d'Europe. J'étais au championnat d'Europe à 16 ans, mais à 12 ans, j'étais déjà en équipe nationale. Et donc, j'ai eu une enfance assez particulière parce que j'étais tout le temps sur un cheval et j'allais en cours, mais je montais à cheval avant, après. Et toute ma vie était faite pour ça. Donc, jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, j'étais jamais allée au cinéma avec des amis, à une soirée ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça, c'est ma vie, mon enfance, enfin mon adolescence plutôt. Compète à fond. Et puis, avec dans les chevaux, avec l'animal. Hein, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les compétitions que tu faisais? C'était sur quelle pratique au niveau de l'équitation? Alors, j'ai pratiqué au début du dressage. Donc ça, c'est quand j'étais très jeune, à Poney. Donc là, j'ai fait beaucoup de compétitions nationales. J'ai été en équipe de France, au championnat d'Europe. Et puis, quand j'ai grandi, je suis passée à cheval. Et là, je faisais du concours complet. Voilà. Et donc, jusqu'à mes années juniors. Et puis tout s'est arrêté le jour où j'ai raté le bac. Parce que là, mes parents, ils ont dit c'est fini. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concours complet pour ceux qui ne sont pas dans l'équitation? Alors, c'est du triathlon. Tout simplement. C'est pas pour rien, je pense, après que je me suis retrouvée dans le triple effort. En fait, le concours complet, mais ça rejoint un peu le triathlon. En gros, on peut gagner en n'ayant pas un cheval à des millions C'est-à-dire que si on est bon dans les 3 disciplines, on peut arriver à des très bons résultats avec beaucoup de travail et un cheval raisonnablement bon. Et donc, en fait, on commence par le dressage, on a une note de départ, et puis ensuite, il y a 2 épreuves. Donc, le cross, qui est donc dans la nature, c'est un peu le trail, quoi, et le saut d'obstacle. Et donc, les points s'ajoutent par faute que l'on fait sur ces épreuves. Et voilà, donc c'est assez intéressant aussi parce que quand on part sur une compétition, souvent on fait des kilomètres et tout ça, et quand on fait du saut d'obstacle, ça dure 2 minutes, et si on fait tomber une barre, on n'a pas gagné et on est dégoûté. Alors que le concours complet, il y a 3 épreuves, et puis il y a le cross, c'est assez dangereux, ça va vite, c'est plus extrême, on va dire. Voilà, c'est ce que j'aimais en tout cas. Tu as dit tout à l'heure, à l'instant, que tout s'était arrêté quand tu avais raté ton bac. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contexte justement lié à une enfance très sportive et à cette relation avec tes parents et l'école notamment? Ouais, j'ai mes parents qui m'ont toujours hyper poussé. En fait, mes parents ne sont pas sportifs, mais ils ont vraiment... c'est des médecins qui ont la valeur du sport et pour eux, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est des gens qui suivent le sport, et ça m'a toujours étonnée qu'eux ne pratiquent pas plus que ça. Mon père fait un peu de vélo maintenant. Mais ma mère faisait du cheval aussi. Mais et bizarrement, ils nous ont quand même toujours encouragés à faire du sport. Après, quand ça a pris des proportions un peu énormes... c'est-à-dire que quand tu commences à aller monter à cheval avant les cours, entre midi et 2, et le soir, alors que tu n'es pas en sport-études, déjà, c'est un peu moins normal. Et tous tes week-ends, tu es en compétition. Ma mère, elle m'a amenée en cachette pour pas trop le dire à mon père. Et puis forcément, j'ai raté le bac, quoi, tu vois. Et en fait, après le bac, je devais partir travailler en Angleterre chez un grand cavalier de concours complet. Et j'avais été acceptée là-bas. Et mes parents avaient accepté que je fasse pas d'études, en fait, que je fasse ma vie là-dedans. Enfin, en tout cas, que j'aille un an voir si ça me plaisait ou pas de travailler dedans, de devenir professionnelle. Et c'est fou quand même que des parents laissent son enfant faire ça. Et parce que moi, je sais pas si j'ai des enfants un jour, si je les laisserai faire un trait sur les études supérieures, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que le deal, c'était toujours que j'ai le bac, et je l'ai raté. Donc, j'ai été punie pendant un an. Je n'ai plus fait d'équitation pendant un an. Une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie aux États-Unis, puisque du coup, je voulais partir loin. Et au lieu d'aller chez le grand cavalier de concours complet en Angleterre, je suis partie aux États-Unis parce que c'était plus loin. Et en fait, je suis allée là-bas, et ça m'a ouvert l'esprit en me disant, en fait, je crois que j'ai pas envie de vivre du cheval toute ma vie. J'ai envie de voyager, de voir d'autres choses. Et je me suis inscrite à la fac de droit. Voilà. Et j'ai arrêté le cheval petit à petit, en fait. J'ai repris, mais je faisais des concours de jeunes chevaux. Donc, c'est-à-dire que là, je montais des jeunes chevaux, et
C'est des compétitions qui sont différentes, plus avec des cavaliers plus expérimentés. C'est en semaine, c'est une autre ambiance. Et puis après, j'ai arrêté petit à petit. Je me suis mis dans les études. Tu en as fait de l'équitation aux États-Unis ou pas du tout? Pendant 3 mois, j'ai travaillé là-bas et je suis rentrée en fait en octobre. J'ai fait la rentrée tardivement. 3 mois et demi, et je suis rentrée 3 mois parce que j'avais réalisé à 3 mois. Je suis rentrée pour faire ma rentrée à la fac de droit. Ouais. Et ça va faire une transition sur ce qu'on va dire après, mais tu sentais avant qu'il y avait un besoin de voyager, d'aller voir ailleurs? Ça faisait longtemps que tu y pensais ou Non, pas du tout? Non, moi, ma vie, c'était les chevaux, c'était que ça. Et jamais ça m'a traversé l'esprit. Tu vas me dire, ça m'a traversé l'esprit puisque j'ai voulu aller aux États-Unis et pas en Angleterre parce que je voulais aller plus loin, parce que je voulais m'éloigner de tout ça. J'avais été tellement mal vécue de ne pas monter pendant un an que j'ai voulu, c'était un peu ma rébellion. Je sais pas, peut-être qu'il y avait ça derrière, cette volonté d'aller un peu plus loin que finalement j'avais eu une enfance enfermée quelque part, même si elle a été différente, quoi. Donc je sais pas. En tout cas, tourner la page de cette partie-là. En tout cas, ce qui est extraordinaire et la chance que j'ai eue, c'est que c'est un choix que j'ai fait moi. Personne n'y a poussé et du coup, il n'y a aucun regret, aucune amertume. C'est vrai que je vois les copains de l'équipe de France quand on était petits qui sont maintenant en JO. J'ai aucune rancœur, amertume ou quoi que ce soit. C'est un choix que j'ai fait. Et je sais que vivre dans le cheval et dans les chevaux, c'est quelque chose qu'on dédie toute sa vie. C'est-à-dire que c'est tous les sportifs de haut niveau, mais je pense que quand tu es dans le cheval, c'est encore plus particulier. Tu pars pas en vacances à des chevaux. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes avec tes chevaux. Tu peux pas laisser tes chevaux pendant 15 jours. C'est encore plus, c'est différent, tu vois, des autres sports. Et voilà, donc c'est un choix. Je l'ai fait. Je ne regrette pas. Ça te manque aujourd'hui? Ça m'a manqué un moment. Quand je suis partie vivre travailler à Paris, je suis remontée un peu à cheval. J'ai pas du tout trouvé une structure qui m'allait. J'ai fait un peu de polo à un moment en Argentine et tout ça, mais non, ça me manque pas. Le contact avec l'animal me manque. J'ai eu mon cheval pendant longtemps, ma mère s'en occupait, donc j'allais le voir, mais non, c'est une page qui est tournée. Sans regret. Non. Ouais. Tu nous as parlé de tes parents. Tu as des frères et des sœurs? Ouais, j'ai une sœur, qui est plus grande, qui fait aussi pas mal de sport, dans des mesures plus raisonnables que moi, mais qui aime bien aussi, qui court. C'est pas mis au triathlon encore, j'essaie de la pousser. Et la relation avec elle, tu peux nous en dire quelques mots? Elle m'aide. Alors, on a une relation assez conflictuelle, je dirais. On est très différentes. Mais par contre, elle est venue plusieurs fois. Elle m'encourage énormément dans ma pratique sportive. Elle est venue m'assister sur le Norseman et sur la TDS à Chamonix. Et elle est super efficace. Et c'est une assistance au top. Et donc, j'espère qu'elle reviendra pour l'UTMB l'an prochain. On va glisser légèrement vers ce qui compose une grosse partie de ta vie aujourd'hui, c'est l'aspect professionnel. Tu es avocate? Alors tu as dit avocat tout à l'heure, alors je ne sais pas si on dit avocate ou pas. Moi, je n'aime pas féminiser. T'aimes pas féminiser? Non, mais... Ouais. Donc moi, je dis avocat, mais donc on peut dire les deux. Tu es avocat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, dans les grandes lignes, ta formation et puis tes premiers pas dans ce métier-là? Du coup, moi, j'ai été à la fac à Montpellier. J'ai eu donc des envies de voyager très vite. J'ai fait 1 an en Espagne, 1 an au Canada. Après, je suis rentrée en doctorat parce que j'aime bien aller au bout des choses. Donc, j'ai fait des études dans les droits de l'homme. Je voulais sauver le monde. Et puis, malheureusement, j'ai pas réussi à intégrer les institutions internationales. Alors, du coup, je me suis lancée dans un doctorat. Et pendant mon doctorat, j'ai fait beaucoup de voyages parce que j'avais du temps. Et après, je me suis tournée vers la profession d'avocat. Je suis partie vivre à Paris. Et là, j'ai travaillé dans des gros cabinets américains comme une folle, comme une dingue. Et au bout de 5 ans, j'ai explosé. 7 ans en tout avec les stages, j'ai explosé. Et je ne sais pas ce que je voulais faire. Et je suis partie, j'ai voulu faire autre chose, j'ai réfléchi à
voie professionnelle pendant quelques mois. À ce point? Et puis, ouais. Et puis, en fait, j'ai pas trouvé. En fait, je pense que les gens aujourd'hui qui changent de vie, qui disent oui, mais non, mais il faut pas s'attacher à l'argent, il faut pas aller se faire un boulot qu'on n'aime pas. Je suis totalement en phase avec ça. Maintenant, je pense qu'on peut pas tout plaquer si on n'a pas un projet professionnel ou une passion derrière. Ok, oui. Exactement. Et moi, Ok, ça m'est oui. arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Hein, j'en pouvais plus parce que c'était vraiment. En fait, je voyais pas d'issue après. En fait, je me voyais pas associée et je me voyais pas avocate collaboratrice à l'âge que j'ai aujourd'hui, à 40 ans. Donc, du coup, voilà. Donc ça, j'arrivais plus à me projeter. Et un jour, je me rappelle, j'étais dans une structure où j'étais quand même assez confortable et j'ai dû changer de structure parce que la structure a fermé. Et je me suis retrouvée dans un cabinet chez un associé complètement fou. Bon, comme il y en a, hein, on travaille avec des professionnels un peu particuliers dans ce métier, parfois, pas tous. Et là, je suis tombée sur un fou furieux et je revenais de 15 jours en Papouasie. Je venais d'aller plonger avec les Raymanta. J'arrive, comme je fais souvent, je prends ma douche, je vais direct au bureau en atterrissant de l'aéroport. Et là, le mec, il commence à jeter des codes civils sur la gueule de ma collaboratrice à côté. Et moi, il m'attrape par le bras. Et là, il m'a touchée, en fait. Et là, je me suis dit... Alors on n'avait rien fait, on n'avait pas rangé les classeurs, j'en sais rien. Peu importe. Et là, je me suis dit... Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu peux encore changer de structure? Là, ça faisait pas très longtemps que j'étais là. Avant, j'avais été avec des gens très bien, mais c'était pas la question. C'est pas juste ça. Ça a juste été le déclic. Et là, j'ai marché calmement dans le couloir et j'ai claqué ma dème et j'ai dit c'est terminé. Et par contre, après, j'étais vraiment embêtée parce que j'avais pas de projet. Donc, je pense que tout quitter comme ça, ok, c'est bien. Mais pourquoi? Moi, j'aimais quand même bien le droit. Donc, en fait, je me suis rapprochée, j'ai cherché un boulot dans le droit qui allait me plaire. J'ai trouvé cette opportunité chez Beansport. Je me disais, c'est un média sportif, je vais être dans le milieu sportif. C'est une structure en entreprise, donc c'est pas la même chose que les gros cabinets américains en termes d'horaire et tout ça. Et je me suis lancée, je suis partie chez eux et c'était au début un remplacement de congé mat et j'ai adoré bosser là-bas à Paris et ils m'ont envoyée au Qatar et j'y suis allée et c'était super. J'ai dit c'était super parce que malheureusement c'est terminé. Non, c'est terminé depuis là maintenant. D'accord. Puisque le confinement a eu raison de tout ça. J'ai été coincée à l'extérieur du Qatar et malheureusement le sport a beaucoup souffert. Il y a eu beaucoup de licenciements et qu'au Qatar, il n'y a pas de droit du travail et ils ont commencé par les gens qui étaient coincés. Et il n'y a pas eu d'exception et donc j'ai été virée là pendant le mois de cet été, après quelques mois de télétravail quand même. Voilà, donc c'est triste. Déjà, c'est triste que le sport, soit autant impacté, qu'un média sportif soit impacté. C'est pas bon signe et ça, c'est dur. C'est triste, moi, parce que c'est une entreprise que j'adore, mais j'ai pas de rancune envers eux. Je comprends. C'est vrai que les Français, on a du mal à comprendre qu'on puisse sauter comme ça du jour au lendemain, mais il faut comprendre aussi le contexte et malheureusement, j'ai eu de la malchance puisque j'étais coincée à l'extérieur, sinon j'y serais encore. Et dans quoi tu t'imagines là, dans un futur proche? Tu as des projets Alors j'ai réfléchi, donc donc là j'ai réussi à revenir au Qatar cette semaine, soit je retrouve un travail ici, soit je rentre en Europe, je regarde en Europe quelque part. Pas du tout à Paris, mais pour me rapprocher des montagnes. Donc, soit un boulot en Suisse, soit éventuellement en France, mais à la campagne. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est tout ce qu'on te souhaite, oui. Vraiment. On va basculer un petit peu sur la partie sport. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers moments de sport hors équitation et qui t'ont rapproché de ton sport favori, qui j'imagine est le triathlon? Est-ce que tu peux nous parler de ces premiers moments? Oui, alors en fait du coup quand j'ai commencé à bosser comme j'ai commencé à beaucoup voyager et pendant mes voyages c'était toujours quand même assez tourné vers une pratique plus ou moins sportive. J'ai fait beaucoup de trek et puis je me suis vite tournée vers la montagne en fait. Et j'ai grimpé un sommet, puis deux, puis trois. Et
et je me suis rendu compte qu'il fallait être un peu quand même un peu plus fit si je voulais monter un 7000 et puis la trentaine arrivait et je me suis inscrite à une salle de sport et puis j'avais des collègues qui faisaient des marathons et puis là je suis allée voir le marathon et j'ai trouvé ça extraordinaire en fait. Et lequel? Moi Paris. En fait, pour moi, le marathon, ça me parlait pas du tout. C'était quelque chose qui était inaccessible. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que mes collègues et une de mes meilleures amies, j'ai aimé leur prépa. Parce que moi, comme j'ai fait du sport à haut niveau, j'adore la rigueur, la préparation, bosser pour arriver à un résultat, réussir. Et bon, voilà. Et je me dis, mais pourquoi elle se prépare autant c'est fou, quoi. Et puis j'ai compris, j'ai trouvé ça beau, les sacrifices qu'elle faisait. Elle ne buvait pas la semaine et tout, je trouvais, parce que nous, on sortait beaucoup et tout. Et non, elle préparait leur marathon. Et je me disais, mais pourquoi tu fais ça à 30 ans? Tu ne vas pas gagner ton marathon, à quoi ça sert? Et puis je suis allée voir et j'ai compris ce que c'était. Enfin, j'ai vu en tout cas toute l'émotion qui se dégageait. Du premier au dernier, tout le monde est là pour une raison différente et avec ses valises et son passé. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ça t'a touché? Et là, ça m'a beaucoup touchée. Et là, je me suis dit, bon, moi, je déteste courir. Je crois que j'ai pas acheté de basket pour courir depuis le bac français, le bac, mais c'est pas grave. Je vais me mettre à courir et l'année prochaine, je suis sur la ligne de départ. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis sinon, en fait, aussi dans ma tête, je m'étais déjà inscrite à la salle pour me remettre un peu bien en forme pour grimper, quoi. Et pour aller dans l'été, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait des projets de trek, j'ai fait des treks. Et voilà, j'avais besoin d'être en forme, de retrouver une vie en fait un peu plus saine. Parce que c'est vrai qu'à Paris, quand on bosse beaucoup, on a vite on se retrouve vite à travailler, boire des coups et c'est tout, quoi. Et en fait, au final, moi, je me suis remis en me remettant au sport, à dormir mieux, à manger mieux, à prendre soin de moi. Et ça, pour resituer, ce premier marathon, tu es dans quelle période de ta vie au niveau de professionnel? C'est à la période où tu en avais marre ou c'était avant? Ouais. Non, c'était au milieu, on va dire. C'était au milieu. Mais c'était au milieu. Non, c'était au milieu, ouais. Et comment se j'étais passe dans un cabinet où j'étais assez bien, d'ailleurs. Ouais. Et comment se passe ce premier marathon, alors, personnellement? Bah, super bien. Voilà, j'ai fait ma course. Et puis, du coup, j'en ai refait un 6 mois après. Et puis après, l'année d'après, qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'année d'après, j'ai fait un peu plus de montagne. Et puis, donc ça, j'ai fait Kilimanjaro, tout ça. Mais ça, c'était le début des trucs de montagne. Mais je faisais aussi de la montagne dans les Alpes. Et puis après, je suis partie au Qatar. Et là, mes copains m'ont dit « Mais attends, il faut que tu te mettes au triathlon. » Moi, je n'avais jamais fait de vélo de ma vie. Enfin, je faisais du vélo pour aller au boulot à Paris. Et je me disais « Mais je vais pas acheter un vélo. Les tenues, c'est moche et tout. » Et puis, pourquoi tu veux que je fasse du triathlon? Alors, je savais nager, parce que quand j'étais jeune, enfin, je croyais que je savais nager, parce que quand j'étais jeune, à 12 ans, je faisais des compétitions, à 10, 12 ans, je faisais des compétitions de natation. Et donc, du coup, j'étais persuadée que je savais nager. Sauf que, bon, le premier entraînement avec le club, j'ai compris que j'étais nulle. Mais bon, moi, j'avais la technique. Tu flottais? Non, j'avais la bonne technique. T'avais la bonne technique, mais pas... Mais comme aujourd'hui encore, je n'ai aucune puissance et je n'ai aucune glisse. Et pourtant, quand on me regarde, je nage correctement. Bon, voilà. Et donc, je suis partie. On était tous en train de... C'était plus ou moins mon pot de départ. On se retrouve avec des gens et ils disent... bon, allez, donc c'était genre en septembre. Rendez-vous à Ironman X en mai. Et moi, je dis, mais attendez, on va pas faire l'Ironman... Ironman 73. Je dis, mais pourquoi on fait l'Ironman 73? On fait l'Ironman de Nice, le full, quoi, le vrai, quoi. Pas le half. Et là, ils me disent, mais t'es complètement folle, t'as jamais fait de vélo. Je dis, mais attendez, regardez, le marathon, on a bien commencé par le marathon, on n'a pas commencé par un half. Donc, et puis ils me disent, mais non, mais tu vas te blesser. Ça, c'est la phrase, mais tu vas te blesser. Donc bon, je dis rien. Je pars avec un vélo sous le bras à doigts. Et puis, bon, mon vélo reste enfermé dans mon hôtel pendant un moment. Et puis, au bout de quelques mois, je me décide à l'ouvrir et à monter dessus.
Et là, je me dis, mais j'ai pas du tout. Moi, si je me mets au vélo, j'ai envie de faire un full marathon. Donc, je sors avec mon vélo, je fais 30 km, je comprenais même pas comment changer les vitesses, je vais sur YouTube pour voir, je tombe avec les cales de vélo. C'était en quelle année ça? Je me dis, là, c'était en 2015. Et donc, je me dis, c'est bon, j'ai fait 30 bornes, c'est bon, je sais faire du vélo. Donc, la semaine d'après, je pense que je vais m'inscrire à Nice. Mais vraiment, la fille qui doute de rien, quoi. Et du coup, la semaine d'après, je pars, j'avais roulé 2 fois 30 bornes, hein. Je pars avec 4 bananes et je me dis, là, aujourd'hui, je fais 180. Et si j'ai réussi, je m'inscris à Nice. Je pars, je fais 180, je fais 3 hypoglycémies. Je rentre de cette sortie qui a duré je sais pas combien d'heures la journée. Je mange tout mon frigo et je dors pendant 24 heures. Et je m'inscris à Nice. Et puis là, j'ai pris un coach, je me suis entraînée parce qu'en fait, au Qatar, moi, je suis partie seule, enfin avec mon vélo. Et au Qatar, c'est un petit pays qui est tout petit et il n'y a pas grand-chose à faire. Et à part si on est en famille ou à part si on est très jeune et qu'on sort beaucoup, il n'y a vraiment rien à faire sauf du sport. Et donc, moi, je me suis retrouvée dans un environnement, en fait, que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire... J'allais au travail, mais le travail, c'est de 7h à 15h. Donc, à 15h, votre journée, elle est finie. Le soleil se lève à 4-5h. Donc, de toute façon, tout le monde est debout à 5h. Donc, on peut faire une activité sportive avant. On se couche à 9h du soir. Enfin, moi, ce que j'adore, quoi. Me lever tôt, me coucher tôt et avoir ma semaine organisée avec des cases pour mes entraînements. Et tout ça, j'ai pris un coach. Et tout. Alors, ça, j'adorais. Donc, j'ai vécu, je m'entraînais super bien, je me reposais bien et j'ai préparé l'Ironman de Nice que j'ai fait 5 mois après et qui s'est très bien passé, quoi. Ouais. Donc, premier triathlon, l'Ironman. J'avais fait Aix quand même, du coup. Comme t'avais fait Aix. J'ai fait Aix, du coup, on était inscrits, mais on n'avait pas nagé. Voilà, ça s'était bien passé. Du coup, c'était la première fois aussi que je grimpais un col, parce que au Qatar, c'est que de l'autoroute plat. Hein, donc, voilà, et puis ça s'est passé, et voilà, je veux dire, c'était sans histoire, et j'ai mis 12 heures sur l'Ironman, ce qui est tout à fait correct. J'ai pas souffert, je me suis régalée, et voilà, et là, ça a été le début de... J'allais te poser la question, quand... À un moment donné, tu t'es rendu compte que tu adorais les efforts d'ultra-endurance. C'est à ce moment-là que tu te dis, ou c'est avant, tu le savais déjà? Pour moi, un Ironman, ce n'est pas de l'ultra, c'est après ça que c'est venu. Pour moi, un Ironman, ce n'est pas de l'ultra-endurance, c'est du court. Tout est relatif. Voilà. Par contre, c'est vrai que comme je ne suis pas... je veux dire, c'est quand même plus simple d'être plus performant quand on n'est pas tout jeune et qu'on n'est pas très rapide sur du long que sur du court. Donc, évidemment. Donc, en fait, ce qui était bien, c'est que quand même, même si j'ai mis 12 heures et je suis pas arrivée dans les premiers, j'étais quand même dans le coup, j'étais dans le truc, j'ai fait un bon résultat, et je sentais que j'avais quand même de la marge de progression et que je pouvais arriver à faire un petit podium, parce qu'il y avait quand même, je suis un peu compétitive et voilà, et je me disais, allez, accroche-toi. Et puis voilà, donc ça c'était le premier, et puis donc un mois après celui-là, je suis partie faire l'Altriman, qui est un truc, j'ai fait le semi-Altriman, mais qui est super dur dans les Pyrénées, avec un parcours vélo qui est complètement dingue, alors que j'avais jamais grimpé un col de ma vie. Donc je fais le semi-Altriman. 2 mois après, parce que j'aimais la montagne. Donc moi, je voulais aller faire du vélo dans la montagne, mais sauf que je pouvais jamais m'entraîner en montagne. Pareil, je fais l'Evergreen, le demi-Evergreen. Je gagne ma catégorie. Bon, on n'était pas beaucoup, hein, mais bon, voilà. L'Evergreen, tu peux préciser où c'est? Alors, l'Evergreen, c'est bon. Pareil, là, j'étais sur le semi, mais ça faisait 8 mois que je faisais du vélo. Hein. Evergreen, c'est génial, c'est un triathlon, mais Altriman aussi. Hein. En fait, ce sont des triathlons extrêmes. Extrêmes pourquoi? Parce qu'il y a un très très fort dénivelé et parce que la partie course à pied, donc c'est, je veux dire, le plus gros dénivelé d'un Ironman, brandé Ironman, ça doit être 2800 mètres, ou en 2005, là, en Zarote, je crois, je sais pas. Altriman, on est sur du 5000, hein, et puis c'est de la vraie montagne, quoi. Evergreen, je l'ai fait par contre le full l'année dernière, c'est 5005 le vélo, c'est tout l'école des Alpes, c'est un truc de malade. Si tu passes la journée, t'en as pour 24 heures de faire le truc. Et après, tu pars sur un trail avec du dénivelé.
Donc, tu vois, on parle de soi-disant le Norseman, la course la plus dure au monde. Je peux dire qu'il y a des triathlons qui sont vraiment plus durs. Mais bref, du coup, voilà, donc je fais les Evergreen. Et puis, juste après, je refais un Ironman en Malaisie. Là, je touche le podium et tout. Et puis, donc, tout ça la même année de moins d'1 an de vélo. Et puis, ça a continué. La deuxième année, pareil. Là, je me fais un Ironman tous les mois, half ou full. J'adore ça. Et puis, je fais aussi. Alors, je me suis un peu essayée parce que j'essaie de faire des choses différentes. Je suis assez curieuse, tu vois. Donc, je me suis essayée au cyclisme. Alors là, comme moi, je suis triathlète et que je ne roule jamais en groupe, je suis allée faire une course UCI amateur, donc pour me qualifier parce que les championnats du monde étaient en France. Donc, je me suis dit, si tu es qualifié au championnat du monde amateur, tu verras tes parents, ils viendront. Mon père, il aime bien le vélo. Et là, je me retrouve à Singapour, à Bintan, à côté de Singapour, à faire une course. Et en fait, moi, le cyclisme, je ne sais pas rester dans un groupe, je ne connais pas les tactiques, les stratégies. Et là, je me retrouve avec les filles en train de me faire la guerre. Et puis, je me fais évidemment jeter du peloton très rapidement. J'essaie de remonter, impossible. Et là, il arrive un énorme orage, tempête. Et puis, moi, je continue ma course et tout. Et je me rends compte vers la fin que le peloton, il est juste devant. Et j'ai réussi à les raccrocher. Et j'arrive à finir 4e et à prendre ma qualif pour le championnat du monde. D'accord. Donc, j'étais trop contente. Mais j'aurais jamais eu ça s'il n'y avait pas eu la tempête, évidemment. Et puis, au championnat du monde, je me retrouve... je crois que j'ai été lanterne rouge ou avant-dernière, un truc comme ça. Parce que pour le coup, à Albi, là, il y a un niveau de malade. C'est des anciennes pros et tout ça. Mais c'est sympa comme expérience. Si j'avais pu rester un peu plus dans le groupe, ça aurait été bien. Mais moi, j'adore le vélo, si tu veux. Quand j'ai commencé le vélo, ça a été la révélation. C'est vrai. Je me suis dit, putain, ça, je vais faire ça toute ma vie. Tu sais, c'est comme le jour où j'ai fait ma première plongée. Mais pourquoi ? Du coup, j'ai vu mon premier opéra ou mon premier ballet. Mais pourquoi j'ai attendu d'avoir 30 ans pour connaître ça, quoi, tu vois. D'accord. Et j'ai l'impression que toute ma vie, ça aurait dû être le vélo, tu vois. Et quand j'aurai 100 ans, je ferai du vélo, tu vois. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Je voyage jamais sans avoir un vélo avec moi. Là, on est parti la dernière fois avec Steven faire... mais où on était, faire l'UTMB en off. À un moment, on dort, on se réveille. Je fais putain, ils sont où les vélos ? Parce qu'on a toujours les vélos avec nous. Je vais au restaurant quand je suis en aventure où je vais manger à un refuge. Je suis là, putain, ils sont où les vélos ? Et non, tu fais du trail, là, t'as pas de vélo. C'est mon accessoire, c'est mon nouveau sac à main, tu vois. C'est ton sac à main, c'est clair. Ouais. Et voilà, et donc, en fait, après tout ça... ça faisait 2 ans, j'ai chopé ma qualif en Asie pour Hawaï, et puis je me rends compte que j'en ai marre de faire pour Hawaï l'année d'après, donc j'étais qualifiée en fin d'année, en fait, en début d'année, et je me rends compte que j'en ai ras-le-bol des Ironman, que j'ai fait le tour, que je pourrais jamais aller au-dessus de la 3e place, et parce que je ferai jamais 10 heures, ou parce que je vais jamais courir... ou alors, il faut vraiment que je m'y consacre vraiment plus que ça. Et je ne pense pas que j'ai des qualités physiques pour faire un Ironman en 9 heures, comme les filles de ma catégorie. Donc, je pense que j'ai atteint ma limite par rapport à l'entraînement que moi, je veux fournir. Et je pense aussi par ma physiologie. J'en sais rien. En même temps, je n'ai jamais pu se pousser. Mais en tout cas, je n'avais pas envie d'essayer plus. Et là, je cherche un peu le défi le plus fou à faire. Je cherche sur Internet et je tombe sur l'enduroman pour justement faire du plus long. Alors, je te coupe. Justement, c'est parfait comme transition. Parce que je voulais quand même qu'on en parle. Alors, même si mon podcast est un podcast de trail, là, il faut quand même absolument qu'on revienne tu couperas. Non, je couperai pas du tout, absolument pas. Ça fait partie de ton historique sportif, donc c'est parfait. Par contre, ce que tu as fait en 2018, il faut absolument qu'on en parle. Je vais présenter un petit peu le bousin là, que tu as fait. Donc ça commence. Donc c'est en gros l'enduroman, c'est ce qu'ils appellent le arch to arch, si je dis pas de bêtises. Arch to arc. Arch to arc, oui. C'est départ de Marble Arch à Londres pour arriver à l'Arc de Triomphe à Paris. Donc tu as 140 km de course à pied jusqu'à Douvres. Oui. Ensuite tu enchaînes une traversée de la Manche à la nage. La distance la plus courte c'est théoriquement 33
3,8 km, mais bon, je pense que tu vas nous expliquer un peu. Non, tu verras que c'est pas de ça que j'ai nagé. Et tu termines, si on peut appeler ça terminer, par une course de vélo de 289,7 km de Calais jusqu'à l'Arc de Triomphe. Alors, tu as réalisé en 2018 le meilleur temps féminin. Vous êtes une grosse trentaine à avoir réussi l'épreuve en solo. Est-ce que tu peux nous retracer un peu le film de cet exploit? Déjà, tu en as un petit peu parlé, mais les raisons qui t'ont poussé à faire cette course. Je pense que c'est des très mauvaises raisons, avec du recul. C'est l'ego, Je pense, alors peut-être, j'en ai discuté avec Cécile Bertin la dernière fois, elle me dit, mais tu voulais peut-être trouver tes limites. Oui, mais je pense qu'il y avait quelque chose de prouver à des gens, tu sais, le triathlon, c'est un milieu qui est sympa. À chaque course, j'ai rencontré des gens, mais c'est un milieu qui est très critique et bon, il y a un peu de ça aussi parfois en trail. Hein. Qui critique beaucoup et je sais pas, je pense que j'avais besoin, je sais pas, c'est un mélange de choses, mais en tout cas, quand tu cherches à faire le truc le plus dur, c'est pas très sain normalement. Enfin, tu vois, je sais pas. Je dis ça avec du recul et tout. Bon, moi, ma démarche, c'était de sortir un peu du cadre Ironman. Et là, j'en parle à mon coach. Et figure-toi qu'en fait, mon coach, qui est un coach anglais, lui était très ami avec un mec, mais sans savoir si j'en étais capable. Et lui était très ami avec un mec qui détenait le record sans combinaison de cette course. Parce qu'en fait, traverser la Manche, c'est un truc qui est très anglais. Et finalement, l'enduroman, à part Cyril Blanchard, il y avait très peu de Français qui l'avaient fait ou tenté. C'était peu connu en France avant Marine Leleu. 2003, et, la création, il me semble. Le premier, ouais. 2003. Oui, je crois, ouais, c'est possible. Ouais. Mais c'était connu. Je ne sais pas comment Cyril lui a connu ça, j'en sais rien, mais moi, je l'avais quand même lu dans Le Parisien, son exploit, mais c'est pas du tout par Cyril Blanchard que j'ai connu l'enduroman, c'est en cherchant sur Internet, en discutant avec mon coach, et après, lui qui me dit, écoute, on va appeler Marc Bellis, et on va en discuter. Donc, on a appelé Marc Bellis, qui avait détenu le record sans combinaison, et Marc dit, écoute, t'es pas une bonne nageuse, on était en octobre, il me dit, par contre, si tu commences maintenant, tu peux le faire. Donc là, on appelle Edgar, qui est l'organisateur de la course. Bon, autant te dire que c'est compliqué, il faut arriver un peu à... Bon, c'est un peu pris sur dossier, mais bon, j'ai réussi, moi, parce que quand je veux un truc, je l'ai, quoi. J'ai réussi à monter tout ça. Et par contre, on a monté très rapidement avec mon coach un plan d'attaque pour attraper un peu ce retard en natation. Et là, c'était complètement fou parce que donc avec des étapes, c'est-à-dire donc on est en octobre. Bon, dans ma manque de chance, je me cartonne à vélo, je me pète les côtes, donc c'était pas bon pour commencer à nager. Donc j'ai repoussé mon départ de me mettre à l'entraînement de natation à décembre. Mais en gros, j'avais 7 mois pour être capable de nager 16 heures, ce qu'on pensait que j'allais nager. En fait, en soi, c'est pas nager 16 heures. Si tu veux, parce que toute l'issue, c'était la natation. Et si tu veux, c'est assez difficile à expliquer l'eau libre de longue distance et encore plus la Manche, parce que moi, j'avais aucune idée de ce que c'était, honnêtement. C'est pas juste tourner les bras pendant 16 heures. Déjà, tourner les bras pendant 16 heures, si tu tournes les bras pendant 16 heures, tu te casses tout. Tu te casses tout ce qu'il y a dans tes épaules, en fait. Et l'autre truc aussi, c'est que quand tu traverses la Manche, si tu tournes les bras pendant 40 heures, il se peut que tu n'arrives jamais. C'est comme si, en fait, tu étais en trail, et si tu ne cours pas à 12 km/h, eh ben, au lieu de faire 40 bornes, tu en fais 50. Si tu cours encore plus doucement, eh ben, t'en fais, la ligne d'arrivée, plus tu es lent, plus la ligne d'arrivée se déplace. Donc moi, j'ai nagé la deuxième fois, parce qu'après, je vais revenir sur ça, j'ai nagé 72 km. Alors, il y a les courants, il y a tout ce que tu veux et tout, mais il faut savoir aussi que plus tu es rapide, moins tu nages. Ça, c'est quand même le principe. Forcément. Bref. Donc, moi, pendant 1 an, en gros, pour t'expliquer l'histoire quand même qui est complètement dingue, pendant 1 an, je me suis entraînée 30 à 40 heures par semaine en plus de mon boulot. Je nageais 16 heures par semaine. J'étais tous les samedis ou les vendredis, parce qu'ici c'est vendredi week-end, je payais un jet ski qui me suivait en mer, ou parfois j'avais un resort qui est en haute mer ici qui me laissait nager autour en haute mer, et je nageais ma sortie longue de 6 heures. Tu vois, c'est comme toi tu vas faire 6 heures de bike, là tu fais 6 heures de swim. Et j'ai jamais raté un entraînement. Plus la muscu pour me construire, parce que j'ai un haut du corps, mais même encore aujourd'hui, qui n'est pas du tout musclé, j'ai aucune force, aucun muscle, tu vois. Et
Voilà, bon, tout ça, c'était ça. Ça, c'est le premier volet de la préparation, c'est la natation. Le deuxième volet, comme j'adorais le vélo, je me suis dit quand même, il faut que cette année, tu te fasses des trucs un peu fun, parce que sinon, pendant 7 mois, tu vas craquer. Parce que j'aime bien nager, mais si tu veux, quand tu nages, l'automéditation, l'auto-hypnose et tout ça, la méditation, l'auto-hypnose, c'est sympa, mais bon, voilà, quoi. Alors que quand tu es à vélo, c'est quand même plus fun. Donc et puis, il faut faire de l'ultra-distance. Et donc là, j'ai découvert l'ultra. Parce que tu me disais, est-ce que tu as découvert l'ultra? Non, pour moi, l'ultra, c'est ce que j'ai découvert cette année-là. L'ultra, c'est plus de 24 heures d'effort pour moi. Et donc, je me suis inscrite à des courses qui s'appelaient Biking Man, d'ultra-distance à vélo, tout simplement parce qu'il y en avait une juste à côté de chez moi, à Oman. Et je me suis dit, c'est bien parce que tu vas faire un effort de 80 heures, par exemple, ce qui va être, et tu vas le découper en 3 fois, comme, tu vois, pour me préparer, en fait, à faire un effort très long de 70 heures ou de 60 heures. Voilà. Et donc là, j'ai découvert l'ultracyclisme. Écoute, j'ai adoré ça. C'était la révélation. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert, je pense, que je pouvais rouler seule en autonomie n'importe où dans un pays que je ne connais pas. Enfin, Oman, je connaissais, mais bon. Et là, ça a été vraiment la révélation pour moi. Et puis, une autre révélation aussi, c'est qu'en fait, il existe des courses de très longue durée. Et que, en fait, du coup, moi, comme je suis assez forte dans les efforts prolongés, parce que c'est vrai que les efforts extrêmes, j'ai fait quand même des expéditions en montagne et tout, et je sais que je suis résistante aux longs efforts, que je manage assez bien le manque de sommeil et tout ça. Et du coup, je me suis dit, putain, en fait, même si je suis pas la plus rapide des cyclistes, je peux quand même faire un truc là-dedans. Et puis, en fait, voilà, tu te dis, en fait, au début, tu te dis, c'est trop long c'est pas une course, c'est une balade. Et en fait, non, tu te prends au jeu. C'est une autre course, une autre forme de course. Voilà, tu te prends au jeu. Et en fait, si tu veux, c'est une course où il n'y a plus que l'enjeu physique. Il y a trouver ta bouffe, réparer ton vélo quand il est pété, pas dormir ou dormir peu, dormir bien au bon endroit, ce qu'on retrouve après dans l'ultra, bref, et à pied. Et voilà. Et donc, j'ai découvert l'ultracyclisme. Et ça, c'est ce que l'Enduroman m'a apporté, c'est la découverte de l'ultracyclisme. Et ça qui a changé ma vie pour les aventures personnelles, les défis sportifs personnels que je fais maintenant en autonomie, n'importe où dans le monde. Et voilà, donc ça, c'est super. Et donc, voilà, on se retrouve à l'Enduroman. Et donc, je me retrouve en juin. Je suis hyper prête. Et au taquet, tout s'est bien passé, la prépa, nickel. Je pars sur la course à pied, ça se passe hyper bien. Je fais mes 130 bornes, nickel. Je pars dans l'eau. Là, on me dit la mer est nickel, c'est un lac, Perrine, tu vas voir. je pars, je suis bien. Franchement, j'ai pas trop souffert. Je suis dans mes timings et tout. Et là, je sais pas. Bon, déjà la mer, d'un coup, se retrouve avec des conditions de merde. Mais je pense aussi que j'ai fait des erreurs avec du recul, parce que je pense que j'ai fait des erreurs. J'ai regardé derrière moi. En fait, tu vois en fait, moi, je conseille à n'importe qui doit traverser la Manche, il faut aller une fois sur un bateau pour comprendre ce que c'est. C'est assez impressionnant, mais il faut comprendre que tu peux pas t'arrêter. Tu t'arrêtes une seconde pour boire, tu recules de 800 mètres. D'accord. Tu dois renager. Enfin, c'est un truc de malade. Et t'étais de nuit là là, j'étais partie de nuit, mais mais de toute façon, nager de nuit, tu t'en fous en fait. C'est même mieux, je crois. C'est très impressionnant. C'est dur, c'est un enfer, mais tu as quand même quelque chose où tu sens la force. Quand tu nages, tu sens vraiment l'élément, la force de l'eau, la force de ce qui se passe en dessous. T'es vraiment dans un truc qui est fort quand même. T'es connecté. Ouais. Et bon, mais par contre, c'est vrai que t'es pas aussi connecté qu'un trail où t'es dehors et tu vois le paysage de la montagne. Là, t'es dans l'eau, c'est moche, c'est la Manche, il y a des cargos, c'est sale. Tu bois dans ta bouche, tu as du gasoil horrible qui au bout d'un moment, tu peux plus non plus déglutir, tu peux plus t'alimenter. Et c'est l'enfer. Et en fait, il y a des moments aussi où si tu vas pas assez vite, les marées tournent. Et on s'est retrouvés. Je voyais vraiment les côtes depuis un moment. Et je commençais à demander, j'arrivais pas à communiquer avec mon bateau. Et là, le pilote me dit, non, c'est fini, tu remontes. Je fais, mais non, on est arrivé. Il me dit, non, mais là, la marée a tourné, t'en as pour 7 heures, alors qu'on était à 1 kilomètre ou 2, tu vois. Et bon, j'ai pas trop compris. Je crois que,
je vais pas revenir trop non plus là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses, mais Grosse là déception. tu remontes sur le bateau et là tu te dis putain c'est fini, j'ai dépensé je sais pas combien d'argent, mais surtout je me suis entraînée comme un porc pendant 1 an, j'ai tout sacrifié. Il y a mon père qui m'attend à Calais avec les vélos. Je fais quoi, tu vois, je suis sur le bateau avec mon coach et mes meilleurs potes. Je fais quoi? Et là je dis est-ce que je peux aller à Paris à vélo, tu vois, pour finir? Ils me disent ben ouais. Et donc j'arrive à Paris à vélo et c'est fini. Et tout le monde me dit t'as réussi et tout, mais moi j'étais là, j'ai rien réussi du tout. Il manque 1 kilomètre, tu vois, 1,5 km. C'est terrible. 1 kilomètre. Et bon, et tout le monde me dit mais tu referas l'année prochaine et tout. Et là moi hors de question de refaire ça l'année prochaine. Je me retape pas une année déjà à faire la même chose et je me retape pas une année à nager comme une tarée et refaire toujours la même chose. J'aime pas, tu vois. Et puis, je discute avec une fille parce que tu sais, quand tu pars pour traverser la Manche, tu as d'autres bateaux qui partent en même temps, qui font d'autres traversées. Il y avait des gens qui faisaient que la traversée, qui sont des vrais nageurs d'eau libre, qui eux traversent en maillot de bain, parce que moi j'étais en combinaison. Il faut savoir que la vraie traversée de la Manche, c'est en maillot. Et je vois cette fille, elle me contacte, elle me dit écoute, moi aussi j'ai échoué ce jour-là, conditions de merde et tout. Je reste à Douvres tant qu'on traverse pas. Je cherche un nouveau bateau parce que c'est difficile d'avoir des bateaux. D'accord. Et donc, je lui dis, mais attends, moi, reste à Douvres. Et je lui dis, bon, ben déjà, moi, j'ai un boulot, là, je ne peux pas rester à Douvres. Et puis surtout, je viens de me taper 70 heures d'épreuve, quoi. Moi, toi, tu n'as pas couru 140 bornes et rouler derrière. Elle me dit, écoute, on est en juin, là, tu auras un bateau en août. Et là, je réfléchis, je me dis, putain, en fait, elle a raison, je vais me reposer pendant 1 mois, je ne vais pas perdre. Tout le bénéfice. Et puis, j'appelle mon coach, il me dit, putain, t'es folle, mais t'as trop raison. Viens, on fait ça, on le dit à personne. Donc j'appelle Edgar, il me dit c'est bon, tu le fais, on va te faire avoir le record. Tu vois, en plus parce que moi je voulais le record. Tu vois, Il était à combien le record à cette époque? Ben moi je voulais le record masculin, donc il était à 60. Donc tu vois, ouais, et c'était faisable encore. Tu vois, même en nageant mal, c'était faisable. Et puis non, mais surtout je voulais finir aussi un truc que j'avais commencé. Et puis là j'essaie je vais sur mes comptes en banque, je prends mes derniers, je casse ma petite tirelire. Je me dis, allez, fais-le, putain. Et là, je me réinscris, donc je me pointe 1 mois après, donc là, sans équipe et tout, parce que j'avais plus d'argent pour faire venir tout le monde et tout. Tu vois, c'était hyper limité. Je me fais tout voler au départ à Londres. Du coup, mon coach ne pouvait pas m'accompagner parce qu'il n'avait pas ses papiers. Heureusement, moi, j'avais une carte d'identité. La course à pied se passe, mais catastrophique, parce que justement, quand je m'étais tout fait voler, j'étais au téléphone en train de régler les problèmes. En même temps que tu courais. Exactement, j'ai plus de passeport, comment je vais rentrer? Heureusement, je retrouve une carte d'identité dans une poche d'un vieux truc, sinon, je n'aurais pas pu le faire, quoi. Et là, je me dis, mais comment tu vas rentrer au boulot? Ils vont te virer, parce que comment tu vas faire un passeport en urgence? Et tu vois, et là, je commence à me dire, mais pourquoi je suis là? Et je vais échouer et je suis cramée déjà parce que forcément j'étais fatiguée, j'avais pas eu le temps de récupérer. C'était combien de temps après la première tentative? 1 mois et demi, mais si tu veux, il faut pas compter la première tentative, il faut compter que ça faisait 7 mois que je me cramais la gueule à m'entraîner 30 heures par semaine, quoi. C'est sûr. C'est pas la course en elle-même. Et puis j'ai pas accepté d'être plus fatiguée et j'ai commencé à paniquer. Tu sais comment c'est les épreuves d'ultra où si ta tête elle suit plus, c'est fini, quoi. Et donc là j'arrive à Douvres avec beaucoup plus fatiguée que la première fois en me disant putain là c'est foutu, j'ai que 4 heures pour récupérer avant la nage, et puis je me mets au lit en me disant c'est foutu et je me réveille 2 heures après, nickel. Et là je dis bon c'est bon, là c'est bon, cette fois elle est pour moi. Je vais dans la mer. Et là, on me dit, c'est un lac aujourd'hui. Ouais, c'est bon, on me l'a déjà raconté l'histoire. Tu ne m'auras pas 2 fois. Et alors là, c'était encore pire. Ah ouais? Mais encore pire. Mais vraiment pire. Mais sauf que là, si tu veux, j'ai fermé ma gueule pendant 16 heures. Je n'ai pas ouvert ma gueule. Je n'ai rien dit. J'ai mangé. Et là, au bout de 16 heures, je me dis, c'est quand même bizarre parce que bon, il faisait pas très beau. Je ne vois pas les côtes du tout, quoi. Et là, je comprends pas et tout ce qui se passe. Et là, ils disent, ouais, ben en fait, c'est pas toi, mais c'est bon, tu vas y arriver. Je comprends pas pourquoi j'étais sur un swim de 16-17 heures normalement, quoi. Et je comprends pas ce qui se passe, mais je dis rien. Je nage. Mais vraiment, j'en pouvais plus. Je nage. Et là, je comprends que je suis à 18 heures. Parce qu'en fait, aussi, ce qui s'est passé, c'est que la première fois, j'étais persuadée que j'allais mettre 14-15 heures, tu vois. Et que là, quand on me dit tu vas partir sur un swim de 20 heures, je trouvais que c'était nul, tu vois. Sauf que là, j'avais rien compris à ce que c'était que traverser la Manche, et j'avais rien compris à tout ça. Et en fait, et peu importe, là, il faut jamais demander quand tu vas arriver. Tu ne le sais jamais avant.
quand tu traverses la Manche, tu le sais, au moment où ils sortent l'annexe, au moment où c'est fini, tu vois. Et il faut jamais le demander. Ça, la deuxième fois, j'avais compris. Et en fait, on se retrouve au bout de 18 heures. Et là, je vois que j'arrive à Calais. Donc déjà, tu es un peu dégoûté parce que là tu as compris que tu as fait 70 bornes et que tu n'en as pas fait du tout 35 parce que c'est pas du tout le chemin le plus court. Bon, bref. Et je vois des gens en maillot sur la plage et je me dis, putain, mais je suis presque arrivée. Sauf qu'il y avait une barrière de courant que je n'arrivais pas à passer. Il fallait vraiment mettre une intensité, mais forte, mais tellement forte. Et j'avais plus de force, mais je nageais. J'avais l'impression que je nageais, mais je pense que j'avançais pas du tout. J'en sais rien, mais... Et là, je regarde mon coach et je lui dis, reste avec moi, reste à côté de moi, mais genre comme si je lui demandais de me tenir la main. Alors que j'étais sur le bateau, tu peux pas toucher le bateau, hein, t'as évidemment pas le droit de toucher le bateau. Et je lui disais, Ryan, reste avec moi, je vais pas bien du tout. Et je comprends pas et tout. Il me dit, je vais pas, je suis en train de, tu sais, et puis t'as les traumatismes de la fois d'avant. Et et eux, ils savent que tu vas réussir, sauf que toi, tu penses que tu vas pas réussir, mais ils te le disent pas, tu vois. Et là, je dis, mais je vais encore rater. Ils font, mais Perrine, tu veux être une channel swimmer, tu vois. Et je dis, mais de toute façon, je suis pas une channel swimmer parce que j'ai la combinaison, donc t'es pas compté contre. Et là, il y a Edgar, l'organisateur de la course, qui me chope et qui me dit, Perrine, maintenant tu te tais. Si tu réouvres la bouche, tu remontes sur le bateau. Et j'avais besoin de ça, tu vois, de quelqu'un qui me remette en place. Et là, j'ai fermé ma gueule. Je me dis, Ryan, reste avec moi. Et j'ai poussé tout ce que je pouvais. J'avais des tendinites au bras, mais une douleur mais inexplicable. Et j'ai poussé. Et là, je vois qu'il y a un mec qui saute à l'eau. C'est l'observateur qui, lui, valide ton arrivée. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que il a sauté? Ça veut dire que c'est comme quand ils mettent l'annexe. Tu vois, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que tu as passé la barrière, que tu vas arriver. Et là, il me dit, t'as pied et tout. Je dis, mais non, j'ai pas pied. Mais si. Et là, je touche le sable. Je me dis, c'est fini, quoi. Et c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Sauf que, du coup, j'avais mis 20 heures et que c'était mort pour le record masculin, mais que par contre, c'était largement dans les temps pour le record féminin. Mais si tu veux, c'était plus important. Et par contre, je suis montée tout de suite sur mon vélo et j'ai dormi après sur la route, mais j'avais pas du tout envie de rester à Calais, de dormir, de me reposer. Je suis montée sur mon bike, je suis arrivée à Paris, c'était fini et la page Jean du roman était terminée. Voilà. Super. J'ai bu tes paroles. J'espère que les auditeurs aussi. Quelle aventure exceptionnelle. Ouais. Et pourtant, c'est pas du tout la course la plus belle de ma vie, ni celle qui m'a fait vibrer. Mais c'est Qu'est-ce qu'elle a changé Qu'est-ce qu'elle a changé pour toi? Elle a changé beaucoup de choses et à la fois rien du tout, dans le sens où tu te dis, après ça... il va s'ouvrir d'autres portes et en fait il y a un truc qui est pas bon du tout, c'est-à-dire que après ça moi j'ai refait le même schéma que les raisons pour lesquelles je me suis lancée là-dedans, c'est-à-dire que j'ai cherché un défi le plus dur, encore plus dur, et en fait j'ai été très malheureuse parce que je trouvais pas plus dur et là un jour je me suis dit, mais arrête, pourquoi tu cherches ça, qu'est-ce que tu cherches à prouver, pourquoi tu fais ça? En plus, il y a des gens qui le font, qui prennent une piscine, une boucle et une course à pied et qui font plus que celui d'avant. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai quand même besoin d'être dans un élément extérieur. Donc, j'ai dit, mais Perrine, cherche quelque chose qui te fait vibrer et fais des exploits et des choses que peut-être les gens ne vont pas comprendre et peut-être que ça ne va pas être reconnu par les autres, mais qui, toi, vont te faire aller atteindre tes limites, parce que ça, c'est ce que j'aime aussi. Et tu vas te mettre des gros cartons toute seule à 5000 mètres d'altitude, faire du vélo ou tout ce que tu veux, tant pis, c'est pas reconnu, c'est pas un record, c'est pas validé par le Guinness, machin. Mais c'est pour toi. Et c'est pour toi, et surtout, ça va te faire sourire, tu vois. Et là, donc, ça m'a aidé là-dedans. Ça m'a appris ça m'a fait découvrir l'ultracyclisme, ça m'a fait découvrir la Manche, qui est... J'en ai parlé de manière très négative, mais en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a tous ces gens qui sont des nageurs d'eau libre, qui sont des gens qui sont comme moi, qui travaillent, qui ont un boulot et qui ont un rêve, c'est de traverser la Manche. Et traverser la Manche en maillot de bain, ça fait des centaines d'années que ça existe. Il n'y a que 2000 personnes qui l'ont fait en solo. Et c'est un truc qui est incroyable. Les gens, c'est une quête pour beaucoup de personnes. C'est des gens qui vont à Douvres, c'est une ville qui vit pour ça, des gens qui passent l'été à suivre les bateaux, à s'encourager, c'est une communauté et c'est extraordinaire. Donc cet été, j'ai fait un relais en maillot
pour faire partie un peu de la famille. Ils ont été gentils, même si j'étais en combinaison, ils m'ont encouragée, la famille des nageurs de la Manche, les traverseurs de Manche, comme je les appelle. Et j'aimerais bien un jour faire partie et retourner pour un solo quand je serai prête, parce que pour le coup, là, il y a des enjeux d'hypothermie, etc. Oui. Il me faut plus de temps pour être prête. Ouais. Écoute, c'est passionnant. J'ai vu, j'ai écouté il y a pas longtemps un podcast tu connais certainement, Arnaud Manzanini sur Ultra Talk. Oui. Et je lui passe le bonjour d'ailleurs. Et Marine Leleu a parlé de toi en des termes assez élogieux. Ça m'a relativement surpris. Tu as l'air d'être quelqu'un de très important pour elle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation j'ai fait un Ultra Talk avec Arnaud d'ailleurs, mais je n'ai pas écouté l'Ultra Talk de Marine, mais on m'en a parlé. Alors Marine, on s'est connus, en fait, c'est une histoire de fou parce qu'un matin, je me réveille, j'allume mon téléphone, je vais sous ma douche et là, mon téléphone, il sonne pendant 10 minutes. Et là, je me dis, j'ai mis le message, quelqu'un est mort, tu vois. Tu sais, tu as été expatrié, tu allumes ton téléphone, t'as mis le message à 5h du mat, c'est que quelqu'un est mort, tu vois. Et non, en fait, c'était Instagram. Et c'était Marine Leleu qui m'avait cité sur un post, quoi. Ah oui, c'est... Donc on resitue, Marine Leleu, c'est une triathlète également qui a également fait l'enduroman, mais qui est pour caractéristique d'être très très suivie sur Instagram notamment. Voilà, donc c'est son métier, elle est influenceuse. Et donc moi je la connaissais pas du tout, je savais même pas ce que c'était. Moi j'étais sur Instagram pour montrer mes photos de mon expatriation et mes entraînements à Doha. Donc je devais avoir 100 personnes qui me suivaient, c'était mes potes. Et donc Marine, du coup je l'ai contactée suite à ce message. Et on a discuté et ça a été très sympa parce que, si tu veux, elle était un peu tout seule dans cette prépa. Et avec Marine, on a beaucoup échangé, même si on a une prépa très, très différente. Elle l'a fait après toi, c'est ça ? Alors, Marine l'a fait. En fait, moi, quand j'ai échoué... Entre tes deux tentatives. Mais le jour où j'ai échoué, moi, j'étais en train d'arriver à Paris et Marine venait de réussir la traversée. Donc, en fait, les gens nous ont mis un peu en compétition, alors qu'au final, moi, j'étais ravie que Marine réussisse. Marine a pris le record, première française. Elle a pris le record de l'épreuve que je lui ai repris juste après. Mais si tu veux, Marine, elle a fait découvrir l'enduroman. Et au monde entier, puisqu'il y a 400 000 personnes qui la suivent, je crois, un truc comme ça. Et voilà, et moi j'étais ravie qu'elle termine. T'imagines, on avait fait nos préparations ensemble, on avait échangé pendant des mois. Toi, tu viens de rater, t'as pas envie que celle d'après elle rate aussi, quoi. Enfin, c'est pas normal, quoi. Et c'était vraiment. J'étais ravie pour elle et quelque part, c'était bien parce que ça avait mis en avant cette course que personne connaît. Et en même temps, à côté de ça, il y a eu le revers de la médaille, c'est que Marine, comme elle est connue par beaucoup, beaucoup de monde, et en fait, sur les réseaux sociaux, ce que j'ai découvert par la suite, c'est qu'il y a beaucoup de haters, ce qu'on appelle. Et en fait, les critiques qu'a pris dans la gueule Marine, moi, j'ai pris les mêmes quand moi, j'ai réussi après. D'accord. Et ce qui est si bien que en fait, c'est aussi ce qui fait que la page de l'enduroman, je l'ai tournée très vite, dans le sens où j'en étais fière, j'étais contente, et j'en ai tellement pris plein la gueule qu'après, je voulais plus en parler de l'enduroman. Tu vois, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Voilà. Mais ce que Marine m'a beaucoup aidée aussi là-dessus sur mon rapport aux réseaux sociaux, parce qu'elle, elle connaît très bien, elle sait très bien y faire face. Et elle, c'est quelqu'un d'extrêmement positif, quoi. Et elle a une force incroyable. Elle est toujours dans le positif. Et elle me dit, mais pourquoi tu vois les 4 personnes qui t'ont dit des choses méchantes alors que tu as des centaines que tu as inspirées et qui te disent des choses adorables? C'est ça qu'il faut voir, Perrine. C'est ça que les réseaux sociaux, ils apportent. C'est qu'il y a des gens, du coup, il y a des femmes de ton âge qui vont se lancer dans le tri. Et c'est vrai qu'elle m'a apporté tout ça. Elle est hyper positive, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que ça m'a aidée et qu'aujourd'hui, mon rapport aux réseaux sociaux est plutôt sain et j'ai trouvé mon équilibre et qui me plaît. Et voilà, j'ai mes petits réseaux sociaux, mes trucs et voilà. Donc, j'ai enfin trouvé l'équilibre. Complètement sereinement. Tu vois, je fais ce que je veux avec et ça m'apporte
pour moi. Et s'il y a des critiques, j'essaie de plus y penser. Voilà. Donc j'ai un bon rapport avec Marine. On se suit évidemment encore actuellement. Je l'ai vue la dernière fois quand j'étais à Paris. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va basculer maintenant sur la partie plutôt trail. Oui. Est-ce que tu peux nous parler déjà dans un premier temps de tes premiers pas dans cette pratique et dans cette communauté? Alors c'est assez, tu vois, donc on est sur l'enduroman, sur le deuxième enduroman en août, et je finis. Donc là, autant te dire, quand je te dis que j'étais cramée avant l'enduroman, mais le problème c'est que 2 mois après, j'avais mes championnats du monde à Hawaï, tout était payé, et en fait, comme j'avais pas prévu de refaire un deuxième enduroman, je pensais pas devoir aller à Hawaï un mois après le deuxième enduroman, mais comme tout était payé, je dis j'y vais. Donc, je me repose un peu pendant ce temps-là. Je vais à Hawaï, je fais Hawaï. En rentrant d'Hawaï, je m'arrête sur la route à Taïwan, 4 jours après, pour faire la finale du Biking Man, 1200 mètres à vélo. Non, mais laisse tomber, une semaine après Hawaï, 1200 mètres à vélo, 20 000 de dénivelé, 19 000 de dénivelé. Mais je voulais faire la finale pour être sacrée championne de l'année de Biking Man, parce qu'il y avait un classement sur toutes les épreuves de l'année. D'accord. Voilà, donc je finis. Donc là, on est en fin octobre. Je ne t'explique pas l'état dans lequel j'ai fini ma saison, mais il se trouve que l'UTMB a la bonne idée d'organiser une course à côté de chez moi, à Oman. Tu vois, comme le Biking Man s'est fait à Oman, Oman est devenu la destination en vogue. Ouais, et c'est vrai que c'est incroyable, hein, cela dit, ça le mérite amplement. Et donc, là, je me dis, putain, il y a un trail UTMB en plus, moi je suis curieuse, j'ai envie d'essayer à Oman début décembre. Tu n'avais jamais fait de trail? Si, tu avais fait du trail, mais dans le cadre de triathlon. Non, j'ai fait un trail en Corse où on a bu du rosé toute la course. Et je crois que j'en avais fait un à Oman, mais c'était tout plat. Aux yeux à eux, mais c'était tout plat. C'était pas, j'avais jamais fait du dénivelé, quoi. Et là, je vois 130 km. Oh, ça va, 130, ça se fait, non? J'ai déjà fait 130, tu vois, ce que je me dis. Mais aucune notion. Hein. Et puis bon, de toute façon, je regarde même pas les cut-offs, les barrières, je regarde rien de tout ça. Je dis, c'est pas grave, j'y vais. Dans un mois, j'aurai récupéré, tu vois. Et puis, on se retrouve un mois après. J'avais pas fait un footing depuis, depuis je sais pas combien de temps. Et puis, je vais là-bas et je rencontre Steven Le Yarrick. C'est comme ça qu'on est devenus grands copains d'aventure. Et on se retrouve au départ du trail, tous les deux, pas vraiment convaincus par ça. Et on se dit, mais ça va aller, quoi, tu vois. Mais ça va aller pas du tout, quoi. Tu fais pas un trail de 130 km quand on n'a jamais fait, surtout à Oman. Je peux te dire que niveau dénivelé et surtout technicité, c'est un truc de malade. C'est que des cailloux, tu fais que grimper, descendre, et c'est très très dur, honnêtement. C'est un des plus durs. Bon là, c'était 137 la première, je crois, la première année. Et là, nous, on part. Et donc, je dis à Steven, viens, on fait la course ensemble. Mais moi, je savais, si tu veux, je ne savais pas trop comment ça se passait, où tu dors, comment tu fais la nuit, tout ça. Tu vois, heureusement que j'avais fait du cyclisme, parce que sinon, voilà, laisse tomber. Et puis, on passe la première nuit. Steven, il me disait, non, mais il faut qu'on reste dans des pieds avec des gens et tout. Je dis, mais ça va, on a le temps. Non. Donc là, moi, je te dis, j'avais pas couru depuis longtemps. Donc, je me retrouve. Au début, ça va, ça allait à peu près, les 20 premiers. Et là, on se retrouve aux 50 premiers, au petit matin, avant le petit matin. Et là, je vois, j'arrive au ravito, je fais, mais attends, le ravito, il ferme dans 2 heures, là. Et là, je me dis, et en fait, il va falloir qu'on s'active, quoi. Et je dis, mais c'est pas possible. Moi, je me fais pas sortir d'une course. Et puis j'ai commencé à avoir mal aux pieds, à avoir mal partout, et à avoir sommeil. Et je me dis, mais ils dorment où, les gens, en fait, en trail, tu vois? Question existentielle. À vélo, tu te mets au milieu d'un rond-point, tu trouves un banc, mais là, tu es dans la montagne, parce qu'on dit Oman, c'est le désert, mais pas du tout. C'est une montagne à 3000 mètres d'altitude, il fait froid, hein, la nuit, tu vois, la journée, il fait chaud, mais la nuit, il fait froid. Et là, je me dis, non, mais attends, c'est un truc de malade. En fait, on va pas du tout mettre. Moi, je m'étais dit, on va mettre 30 heures, mais pas du tout. On va mettre 40 heures. En plus, autant te dire que
ils avaient complètement sous-estimé la course. Les premiers ont mis, je crois, 4 heures de plus que ce qu'ils avaient prévu. Donc, pour un premier, t'imagines que pour quelqu'un qui n'est pas dans le top classement, combien ça fait d'heures en plus ? Forcément, ça fait 10 heures de plus pour toi, être humain normal, quoi. Bref, et donc on finit la course avec Steven, on réussit et j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit c'est un truc de fou. C'est hyper intéressant parce que tu pousses vraiment. Par contre, tu as des douleurs que tu n'as pas en ultra à vélo. Même si tu en as à vélo, tu as des douleurs. Je dirais que les douleurs que tu peux avoir, mais encore, j'avais pas trop eu d'ampoules, mais je dirais que les douleurs que tu peux avoir avec des ampoules qui peuvent en arriver à te faire abandonner une épreuve. Et t'avais pas ce tu problème, peux avoir les mêmes avec la selle à vélo, tu vois, donc c'est un peu comparé. Donc là, j'ai pas eu trop d'ampoules à Oman, mais j'ai eu des douleurs physiques incroyables, quoi. Pas de blessures, mais j'ai eu mal, quoi, tu vois. Et je me dis, putain, ça fait mal quand même. Donc ton premier ultra, premier trail, premier ultra, et tu le boucles. Oui, relativement. On n'est pas arrivé premier, mais déjà on a fini. Un tiers s'est fait sortir, Ah oui. Et on a fini, et pas trop mal. Et on était contents et c'était super. Et puis tu sais, du coup, j'ai pris des points, donc je me suis dit, j'ai envie d'aller faire l'UTMB. Et là, même pas l'UTMB, la TDS, parce que j'avais pas assez de points pour l'UTMB. J'ai été tirée au sort pour la TDS. Et en fait, pendant l'année, j'ai fait beaucoup d'aventures à vélo. Des grosses aventures d'ultracyclisme en haute altitude, assez physique. Et du coup, j'ai pas du tout couru de l'année. Et par contre, je suis allée préparer la TDS quand même 15 jours avant, j'étais en France. Donc, je suis allée la reconnaître en 3 jours. Et j'ai fait la TDS et ça s'est super bien passé. 2019. 2019, ça s'est très bien passé. Et du coup, je suis fait la diagonale juste après. Là, ça a été pareil, un peu plus dur. Je trouvais que physiquement, c'était dur. Et donc ça, c'était donc la TDS en août, la diagonale en octobre. Et j'ai refait Oman mais alors là, le 170. Et là, c'était inhumain, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont fait un parcours. Je t'explique. Moi, j'étais en fait au kilomètre. Il y avait des gens qui faisaient le 130 et des gens qui faisaient le 170. Moi, j'étais au kilomètre 100 et c'est un passage de bifurcation, en fait. Les 130 partaient d'un côté et les 170 montaient sur le sommet de Djebel Cham, qui était, moi, mon rêve de monter à ce sommet de Djebel Cham, qui est la montagne mythique d'Oman. Et je voulais vraiment aller au sommet. Et là, il y avait un vent de malade. J'étais toute seule à ce moment-là parce que j'étais avec des gens qui faisaient le 130 qui partaient tous et je me suis mise sous une couverture et là j'entendais Poletti qui arrive et qui dit ah non mais c'est trop dur là, dis-leur à tous de partir sur le 130, laisse tomber, empêche tout le monde de partir. Elle dit ouais mais s'ils ont envie vérifie avec le médecin et s'ils ont envie tu les laisses partir, mais franchement moi j'en ai plein le cul, je pars sur le 130. Et Poletti, Michel. Moi, ouais. non, mais il faisait la course aussi, mais c'était n'importe quoi. Et là, tu te dis, mais moi, j'étais cachée sous ma couverture, en train d'essayer. Et là, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fais ? Je m'en fous, je pars. Je veux voir le sommet de Djebel Cham, le 130, j'ai déjà fait, j'en ai rien à foutre. Et j'étais dans le niveau, j'étais ok, tu vois, niveau, j'étais loin des barrières et tout, mais j'étais quand même fatiguée, quoi. Et là, je pars, mais il y a un truc de fou, c'est-à-dire que c'était la deuxième nuit, et qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, là, il n'y avait plus de chemin, quoi, carrément. Donc, je vraiment galère. Je trouve un Japonais au milieu des broussailles. Je lui dis, écoute, viens, on va monter ensemble. Puis lui, au bout d'un moment, on arrive à trouver un ravito. Lui, je le vois, il me lâche. Et là, je pars des échelles. Écoute, je suis grande, je fais 1m75. Même moi, j'arrivais pas à monter les échelles tellement elles étaient espacées. Et puis là, à un moment, j'ai un couple qui me croise, qui me double, et où je les rejoins, je sais plus trop comment ça se passe. Et il me dit, ça va, Perrine et tout. Je fais, ouais, je parle à des gens, là, ça va. J'étais complètement en train d'halluciner. Je vois des choses et tout. Je leur dis. Là, ils disent bon, on va rester ensemble. Puis il y avait vraiment du vent et tout. Et on est restés ensemble. Et c'est ça que j'aime dans le trail, tu vois. C'est
c'est que la nuit, il n'y a plus de course. Évidemment, j'imagine que devant, ils ne s'attendent pas forcément, mais la nuit, il n'y a pas de course, tu vois. La nuit, tu as une bienveillance. Tu ne laisses pas quelqu'un en train d'halluciner tout seul. Tu restes avec lui jusqu'au sommet. C'est dangereux, tu restes avec, tu vois. Et il n'est pas bien. Et ça, je trouve ça formidable. Et on s'est retrouvés au sommet de Jebel Cham tous les 3. On est toujours hyper en contact et tout. Et c'était formidable parce qu'en plus, la récompense, c'est qu'on est arrivé au sommet, on avait le lever du soleil. Donc là, tu sais pourquoi tu es là, quoi. Et voilà, et après, on a fait notre petit bout de route chacun et on a terminé. Et c'était génial, quoi. Et voilà. Belle communauté. Alors, tu as trouvé un état d'esprit que tu recherchais, que tu trouvais pas toujours. Sur la TDS, j'ai très mal vécu. Enfin, j'ai très bien vécu. Ça s'est très bien passé à la TDS, mais j'ai mal vécu le début parce qu'en fait, je sais pas descendre et je laisse toujours les gens passer. Je suis pas du tout le boulet qui est au milieu de la descente. Je savais pas descendre, maintenant ça va mieux. Et j'ai reçu des critiques de gens qui sont un peu agressifs et tout, mais quand après au final tu les doubles et tu finis avant eux. Ils se taisent après, tu vois, mais je trouve que c'est un peu t'es au début d'un trail, on te dit si t'es pas capable de le faire, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit c'est bon, le triathlon, j'ai donné, j'ai pas envie d'être avec des gens, mais c'est vite effacé par, tu vois, ces moments comme avec Nasser et Aurélie où on est là, je suis en difficulté et on reste avec toi, Perrine, on va rester avec toi et ça, j'en ai eu d'autres sur la Swiss Peak. Tu vas nous en parler un petit peu plus tard. Ouais. Je voulais te faire écouter quelque chose. Est-ce que tu peux répondre à ça? Salut Perrine, c'est Steven Le Yarrick et j'avais une question à te poser. Quel est le moteur principal de tous ces exploits que tu réalises? Déjà, est-ce que tu en as parlé légèrement tout à l'heure, mais est-ce que tu peux présenter qui est cette personne et répondre à sa question? C'est mon partenaire d'aventure. Avec Steven, on s'est rencontrés sur l'UTMB. Et puis après, on a fait des projets communs à vélo. Et il était sur la Swiss Peaks, mon assistance. On en parlera tout à l'heure. Quel est ton moteur? Je pense qu'il y a un besoin de toucher mes limites physiques parce que... En fait, moi, il y a une phrase que j'aime pas du tout, enfin que j'aime pas. C'est quand on te dit la seule limite que tu t'imposes, c'est la tienne. Je pense que la personne qui dit ça, elle s'est jamais vraiment pris des limites dans la gueule physique, hein, parce que ça existe, il y a des limites physiques et elles existent. Ça, je suis désolée. Par contre, c'est vrai qu'entre le moment où tu as envie d'arrêter et le moment où ton corps te lâche ou ton corps peut plus, là, il y a quand même une énorme marge. Donc, j'imagine que c'est ce que cette phrase veut dire. Et il y a aussi le truc aussi, c'est qu'au moment où tu atteins ta limite physique, tu as gagné parce qu'en fait, tu as repoussé déjà. Ça veut dire que la prochaine fois, tu peux aller plus loin. Et ça, j'aime ça. Et en fait, quand j'en fais une, j'ai envie d'en faire une autre parce que je sais que là, je me suis pris un gros carton là, mais que la prochaine fois, ça va aller un peu plus loin. Pourquoi je le fais ? Pour ce que je te dis aussi, pour me retrouver en haut de Jebel Cham à 5h du matin, pour avoir le soleil qui se lève et qu'il n'est qu'à moi. Et en fait, il n'y a que moi qui suis là. Et je suis au fin fond du Pakistan sur mon vélo et il n'y a que moi. Ça m'appartient. La nature, elle est là pour moi. Et c'est vraiment, je pense que la nature, moi, je suis très proche. Tu sais, il y a un truc sur la Diagonale des Fous. J'étais pas bien la première nuit, j'étais là, je râlais parce que tu sais, il y a les embouteillages et tout, là, je râlais. Et je dis, c'est quand le soleil qui se lève, là, il faisait -3. Je regarde ma montre, il fait -3. Je dis, ah, putain, c'est quand? Mais je râlais, j'étais pas morte, mais je râlais. Il y a un mec qui me dit, au chant du colibri. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je sais pas comment il chante les colibris. Tais-toi, quoi, Et en fait, putain, j'entends le colibri, enfin, j'entends des oiseaux. Et là, je vois l'aurore, le soleil qui se lève et tout. Et en fait, maintenant, c'est quelque chose à laquelle je suis vachement sensibilisée en trail. Quand j'entends les oiseaux, ça veut dire que le soleil va se lever, ça veut dire que je vais voir le soleil, ça veut dire que je vais me réchauffer, ça veut dire que je repars sur une nouvelle journée, ça veut dire que je suis dans un endroit extraordinaire avec la nature, que j'ai une chance de malade. Et ce truc-là, au chant du colibri, je te jure, ça m'est resté. Et d'ailleurs, je l'ai dit à d'autres gens. Et maintenant, tout le monde est là. Putain, il y a un mec qui m'a croisé. J'ai entendu le colibri. Et tu vois, ces moments-là où tu es là, et c'est pour ça que je fais ça. C'est pour vivre ces trucs. Mais moi, à chaque fois que je suis sur un trail
ou à vélo, ou la dernière fois avec Steven, on était en Norvège, soleil de minuit et tout, mais nous, on s'arrête, on chiale, quoi. Il y a pas une fois où je fais une course où je pleure pas d'émotion, de beauté de ce que je vois, en fait. Et tout le temps. Et moi, je suis une hyper émotive et la nature, c'est quelque chose qui me touche énormément, quoi. Et quand je vois des trucs comme ça, mais là, tu vois, j'ai envie de pleurer, quoi. Tu m'étonnes. Donc voilà. Et ça, c'est un moteur. Ça, c'est un vrai moteur. C'est un vrai moteur. Au-delà de... Les sensations et les émotions ressenties dans le moment présent, quoi. Ouais. Avec la nature, quoi, qui est là, qui est présente, c'est fort, quoi. Alors en montagne encore plus, ou dans l'eau. Il y a un truc qui est très fort aussi, c'est quand on a fait une traversée avec Steve Steinhardt, où on a fait une traversée à Oman dans les fjords, et là tu nages et tu as la montagne, et tu as ces deux éléments, mais tu as une puissance tu sais, la montagne, ça fonctionne, ça te fait quelque chose sur toi, plus l'eau, et les deux mélangés là, c'est vraiment un truc incroyable. Et il y a ça dans tous les fjords, en Norvège aussi notamment, on était à vélo entre l'eau, la montagne, c'est puissant, quoi. Ok. Mais voilà. Oui. Tu as récemment réalisé un des ultras les plus, qui est considéré comme un des ultras les plus durs au monde, qui est la Swiss Peak 360. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à te lancer ce défi-là? Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a poussé à te lancer un tel défi? Alors, l'année dernière, j'avais déjà pensé... Steven m'en avait parlé, parce qu'il a un ami à lui qui l'avait fait. Ludovic Chorgnan, qui est aussi... qui l'avait fait, m'en avait parlé aussi, qui est aussi un enduroman, c'est Ludo du défi 41. Bon, bref, il fait pas mal de choses assez folles et il m'a dit, écoute Perrine, si toi t'aimes la montagne et tout, là-bas c'est vraiment pur, c'est pur et vas-y, quoi. Et du coup, bon, j'y avais pensé, mais si tu veux, quand même... une fois que j'avais pris conscience de ce que c'était un trail de 170 km, j'ai plus la même bêtise que j'avais, on va dire, de me lancer sur un 130 sans rien avoir fait. Je me suis dit quand même, un 360, ça doit quand même faire mal, tu vois. Et c'est possible que ça te laisse des traces quand même pour le coup, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, l'UTMB a été annulée. Et là, je me dis, tout a été annulé, tout ce que je devais faire a été annulé. Et là, je me dis, inscris-toi, mais honnêtement, je pensais que ça allait pas avoir lieu. Voilà. Et puis, ça a eu lieu. Il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai lu un de tes posts. En gros, tu parles sur ta publication de ce sentiment de... Tu espérais qu'il n'ait pas lieu, mais finalement, quand tu as su qu'il était validé, tu étais quand même impatiente de t'y frotter. C'est pas que j'espérais qu'il n'ait pas lieu, c'est que je pensais que si je le faisais, je me serais préparée. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas français ce que je dis, mais je voulais pas y aller sans me préparer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je trouvais ça dommage. Alors, sans me préparer, je crois que tu me demandais pour la préparation. C'est pas vrai que je me suis pas préparée. Mais bon, en fait, si tu veux, j'ai pas couru. Encore une fois, j'ai pas couru, quoi. En fait, quand je fais plein de trucs à vélo, après, je cours pas, quoi. Et du coup, là, la seule prépa que j'ai fait, c'est qu'on a fait avec Steven un GR20 en off, en 4 jours et demi, mais en autonomie. Et on a fait une semaine avant la course, l'UTMB en off. C'est les seules prépas que j'ai fait. Il n'y a pas eu de préparation spécifique. Finalement, aucune. J'ai dû faire des footings sur les crêtes chez moi au Pic Saint-Loup qui fait 300 mètres de hauteur. J'ai dû en faire 4 et bon, en fait, quand on a fait l'UTMB en off, une semaine, 10 jours avant le Swiss Peaks, bon, déjà c'était un peu tard, mais mais en fait ça s'est vraiment bien passé. Je pense que mon corps, ce qui a vraiment fait du bien à mon corps, c'est le GR20, parce que c'était très dur. Je m'attendais pas à un truc aussi dur d'ailleurs, et je pense que en fait je me rends compte que mon corps assimile et que à pied et que j'ai pas eu mal du tout. Au GR20 j'ai eu des ampoules quand même, mais j'ai eu aucune douleur. Et l'UTMB s'est passé, on l'a fait en 50 heures, mais bon,
tu vois, quand même, quoi. Tu sais, quand tu pars en autonomie tout seul, t'as pas un dossard. Bon, on n'était pas parti pour faire la guerre non plus. Et c'est passé tout seul. Tu vois, et là, je me dis, putain, en fait, t'es quand même capable de faire un UTMB, que ça passe tout seul. C'est-à-dire qu'aucune courbature, aucune douleur, aucun machin. Ouais. En fait, ce que je voulais dire dans mon post, c'est que je suis trop contente que ça ait lieu. Maintenant, je suis déçue de ne pas l'avoir préparé. Voilà. Mais c'est ça qui est, on n'en parle pas souvent de cet aspect-là. C'est avant les courses, comment tu gères l'appréhension d'un événement ou parfois la peur même, peut-être. Alors, la peur... En fait, si tu veux, la peur, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie de sportive. En revanche, elle n'est pas pareille quand je fais une course et quand je fais un défi solo. Quand je fais une aventure solo, la peur, c'est une peur de mourir. C'est la peur de faire une mauvaise rencontre quand tu es tout seul en Iran, au Pakistan, n'importe où je suis quand je suis toute seule. Il n'y a pas les mêmes enjeux. C'est la peur ça m'est arrivé de me retrouver dans un danger d'avalanche grave ou de machin. C'est la peur de me prendre un camion dans la gueule à vélo parce que je suis avec Steven, on est sur une route de Pokhara à Katmandou et qu'on est en pleine nuit et qu'on est sur une autoroute avec des milliers de camions. C'est la peur de mourir. Et ça, finalement, c'est une peur que j'arrive à éliminer parce que de toute façon, quand tu es en aventure, si tu as peur de mourir, ça va t'arriver, quoi. Donc, tu vois, il faut vraiment... si tu as peur de faire une mauvaise rencontre, tu vas y aller, tu vois. Donc ça, j'arrive vraiment à éliminer. Les peurs avant les courses, elles sont diverses. Je pense qu'avec mon passif de sportif, j'ai peur de rater. J'ai peur d'être nulle, en fait. Alors, évidemment, maintenant, j'ai plus peur de ne pas gagner, puisque je gagne rarement. Mais j'ai peur d'être à côté de la plaque. J'ai rarement peur de ne pas finir. Mais j'ai peur d'être à côté de la plaque, d'arriver dernière. En fait, j'ai peur d'arriver dernière, alors que finalement, on s'en fout, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté tu sais, en plus, le trail, c'est un peu, quand j'arrive sur une course, les gens, tu vois, j'ai l'impression de pas faire, en tout cas, maintenant, ça va mieux, mais j'ai l'impression de pas du tout faire partie de cette famille-là. Je connais pas le milieu, ça fait pas 20 ans que je fais du trail. Je suis vraiment débutante et je me dis que j'ai pas trop ma place ici. C'est du manque de confiance en moi. C'est une appréhension. En revanche, là, pour la Swiss Peaks, j'avais peur d'avoir très mal, en fait, d'avoir tellement mal que ça me gâche la course ou carrément que je puisse pas la finir parce que finalement, mon maximum, ça a été genre 200 km. Mais il me dit, mais comment tu fais 300 ? Alors, moi, c'était pas 360, c'était 320 cette année. Mais comment tu fais 320 bornes, en fait ? Le gap, il est monstrueux. Il y a des gens qui me disent, non, mais c'est vraiment que de la marche. Donc, je me dis, bon, ça va faire comme le GR20. Ok. Sauf qu'en fait... c'était pas du tout que de la marche. Je pense qu'on est parti très très fort. Tout est relatif. Je pense que s'il y a des pros qui m'écoutent, ils doivent être pétés de rire. Non, on est parti très très fort. Moi, en fait, tout de suite, je me suis mis dans ma course en mode guerrière, c'est-à-dire en mode je reste dans le coup, je reste dans des pieds. Je ne me laisse pas dépasser et je découpe la course. Et ça, c'est Steven qui m'a vachement aidée parce que je savais qu'il serait là tous les 50 km, donc aux bases de vie. Lui, il faisait l'assistance à vélo. Et donc, j'étais vraiment en mode, cette course, c'est 6 fois 50 km. Et tu restes dans les pieds, tu restes dedans et tu es dans ta course, tu te laisses pas dépasser parce que tu sais quand tu te laisses dépasser, tu vas commencer, tu commences à marcher et là tu perds 4 heures quoi. Tu vois, tu marches une descente et si tu perds 4 heures. Et là je suis partie, je me suis pas reconnue. Écoute, j'ai peur des descentes et en fait c'était quand même des descentes qui étaient peut-être moins techniques parce que moi j'ai fait des trails quand même assez techniques. Oman UTMB c'est très technique, c'est beaucoup plus technique que la Diag par exemple, tu vois. Ah ouais. Ouais, donc la Diag est quand même aussi technique. Bon, l'UTMB, là, on l'a fait en off, c'est pas technique, mais bon, on l'avait fait en off. Donc, du coup, en fait, si tu veux, il y a des parties techniques au Swiss Peaks, mais il y a aussi beaucoup de descentes qui sont très, très pentues en termes d'angle, de dénivelé, mais en revanche, c'est de l'herbe. Et du coup, j'ai eu un déclic. Écoute, j'ai couru en descente, j'étais dans le coup, j'ai réussi à être dans des pieds des gens tout le temps. Je me suis accrochée, quoi. Je me suis accrochée
Alors moi, je suis quelqu'un, du coup, par mon expérience d'ultra, qui m'arrête peu. Et là, on avait une stratégie en disant, écoute, pour pas te planter, tu te prends 4 heures à chaque base de vie, quoi. Donc à chaque base de vie, à part la première, où j'ai enchaîné, c'était douche, 2 heures et demie de sommeil et manger, quoi. Et voilà. Et ça s'est très bien passé, j'ai pas eu d'hallucination, j'ai souffert à aucun moment. Il y a une journée où j'ai un peu craqué parce qu'elle était très technique et je n'avançais pas. Donc là, j'ai fait mon cinéma, je vais pas y arriver, tu te rends compte, j'ai fait 72 km en 24 heures, ou je sais plus, 18 heures, mais j'ai traversé la Manche à la même vitesse. J'ai pété un plomb, il faisait chaud, moi, j'ai pris un coup de chaud, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai un peu pété un plomb, c'était l'avant-dernière journée. Mais à aucun moment, j'ai été en difficulté. À aucun moment, j'ai eu mal quelque part. À aucun moment, ça m'a empêché de courir. Toutes les relances, j'ai couru. La fin de la course, et j'ai couru les 20 derniers, j'ai couru. Mais genre trop bien, quoi. Enfin, trop bien. Ah, mais j'ai vu. On dirait une petite enfant qui court, mais non, mais j'ai couru toute la descente. D'ailleurs, je me suis pris un vol plané, je me suis ouvert le menton et tout. Parce que tu sais, t'as les gens de la 170 qui te doublent, les gens de la 90, et du coup, tu essaies de les suivre, sauf qu'eux, ils sont quand même plus frais que toi. Et donc, tout est relatif. Hein. Je suis pas en train de dire que j'ai gagné la Swiss Peaks. C'est pas l'histoire de la nana qui a gagné la Swiss Peaks, mais c'est l'histoire de la nana qui a eu un déclic sur cette course et qui a fait peut-être la meilleure de toutes ces courses de trail sur finalement une course qui est le double de la distance qu'elle fait d'habitude. Et ça m'a donné envie, je pense qu'au Thor maintenant, j'ai envie d'en faire d'autres. S'il y en avait d'autres, je dis le Thor, mais n'importe. Mais je pense que je me suis trouvée dans un format qui me convient, quoi. Plus c'est long, plus ça te plaît, en fait. Celui-là, en tout cas, non, pas trop non plus, parce que déjà, ça prend quand même 3-4 jours, même si j'allais plus vite, ça prend quand même 3-4 jours. Tu as mis combien de temps ? Moi, j'ai mis 107 heures, je crois. Les premières filles, elles sont à 85, 82, 84. Et après, ça va à 135 heures, les dernières arrivées. Il y a eu pas mal de filles. Bizarrement, d'habitude, les filles abandonnent pas. Là, il y a pas mal de filles qui ont abandonné. Mais toutes celles qui ont réussi, elles ont quand même réussi assez bien. Mais si tu veux, je finis dans le premier quart. Donc, c'est bien, quoi, au général. Il est dans les 10 premières filles. Mais peu importe, c'est anecdotique. Mais je pense que c'est un format qui me convient. Et non, un format de 600, je vois pas forcément l'intérêt. C'est autre chose. Après, c'est autre chose. Tu passes encore à autre chose. J'en sais rien, j'ai jamais fait. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de courses qui proposent ce format. Il faut que je me renseigne. Mais j'ai envie d'en refaire une, en tout cas. Des courses homologuées qui proposent des formats de 600, ça me parle pas. Après, y a le Thor, il y a la le Thor, il fait 450, le Thor des glaciers. Des glaciers, mais le Thor des géants fait 320. Il est plus 320. Facile, le Thor des géants. Ouais. Voilà, donc la Swiss Peaks, je ne sais pas si tu as des questions sur la Swiss Peaks. Mais... écoute, les questions, c'est déjà tu en as parlé globalement, hein, une course hyper aboutie. Si tu devais retenir un ou deux moments de cette course, ça serait quoi qui t'ont marqué? Moi, il y a eu 2 moments. Il y a une nuit qui était vraiment incroyable parce qu'en plus, on était pleine lune. Donc, autant te dire que les nuits, c'était magnifique, vraiment. Ce qui m'a marqué, c'est que vraiment, tu as ce côté, je traverse toute la Suisse, quasiment, enfin tout le Valais. Et tu vois, c'est vraiment une course où tu laisses ton cœur, quoi. Moi, j'ai vraiment... j'y pense encore. En fait, le dernier jour, j'avais fait un petit post là-dessus, mais qui est un peu passé à la trappe. Mais le dernier jour, en fait, tu arrives au lac Léman, mais tu traverses, tu es vraiment tout le temps en altitude. Hein. Tu es entre 2000 et 3000, donc tu es vraiment dans la montagne. Vraiment, c'est vraiment une course de montagne. Et en fait, le dernier jour, tu montes le dernier col. Et là, tu entames 50 bornes de descente, je crois, ou 40, je sais plus. Et tu vois le lac. Et là, tu comprends, en fait. D'abord, tu comprends que c'est fini. Et tu comprends que ça fait 4 jours que tu es en montagne, que tu es déconnecté de tout, du Covid de merde, de ton boulot qui t'a viré, de
de ta vie, que tu es là avec des gens que tu croises, que tu recroises, des nouveaux gens qui ont des boulets, qui font la 170, la 90, que tu as des paysages différents, parce que c'est en montagne, mais finalement, tous les paysages sont assez variés quand même. Et là, tu dis, putain, c'est fini. Et là, et en fait, d'un coup, tu as les boules et tu te dis, mais non. En fait, tout ce moment, tu te dis, oh là là, il reste plus que 40 morts, il reste plus que... Et là, tu arrives à ce moment-là et tu te dis, mais j'ai pas envie. Je veux pas rentrer. Tu sais, c'est comme quand il faut rentrer de vacances, quoi. Mais je veux pas rentrer. Et avant, tu dis, je suis combien là est-ce que je suis dans le top, dans le premier tiers? Est-ce que je suis combien Et là, mais t'en as plus rien à foutre de la course, en fait. Ouais. Tu t'en fous, t'es bien, t'es là, t'es dans la nature et tu veux plus rentrer, tu veux pas rentrer chez toi. Et puis, d'un coup, ça descend et là, t'y vas et là, tu te mets à courir et tu vas jusqu'à l'arrivée et c'est fini, mais c'est un truc qui est en toi, quoi. Ça t'a marqué, quoi. Ouais, c'est pas une course de jours ou d'une journée, c'est une course qui dure longtemps et c'est une aventure, quoi, un petit bout de vie. Voilà. Qui est encore dans ta tête? Ouais, dans ma tête, ouais. Et je pense que c'est beaucoup tous les concurrents de cette course ont vécu ça comme ça. Je pense c'est très fort, quoi. Ouais. Je te remercie pour tous ces beaux moments que tu nous fais vivre. Est-ce que tu peux, ça va être un petit peu moins drôle, tu en as parlé je crois un petit peu après, tout à l'heure, mais ton pire souvenir de trail, c'est quoi pour toi? La descente du Colorado à diagonale. En fait, avant de descendre, tout le monde se faisait crever les ampoules. Moi, je me dis, mais moi, j'ai jamais d'ampoule. Moi, c'est des débutants qui ont des ampoules, tu vois. Sauf qu'évidemment, j'avais des ampoules, que je le sentais, mais que je me dis, mais ça sert à rien de faire crever des ampoules, tu vois. Voilà, je suis partie avec mes ampoules dans la descente. J'ai souffert, mais genre le martyr. Et si bien qu'à 3 km du stade, on était encore j'avais plus de lumière, plus rien. Et là, je voulais enlever mes chaussures. En fait, c'était dans ma tête, c'était terminé. Il n'y avait plus de course, j'en avais plus rien à foutre de la course. Et là, je me dis, à partir du moment où j'arrive sur le dur, j'appelle un Uber. Sauf qu'il n'y a pas Uber à l'arrivée. Et je ne vais pas à l'arrivée, tu vois. Et je me dis, je ne vais pas à l'arrivée, j'en ai rien à foutre. Ça m'a saoulée. Alors que j'étais quand même, je sais plus, j'étais dans mon truc, mais j'étais là, mais j'en ai rien à foutre. Je prends un Uber, je fais pas un pas de plus, je vais pas au stade, je m'en fous de l'arrivée, quoi. Et j'arrive sur le dur et je vois un groupe de gens, mais genre hyper sympa. C'était comme la diagonale, les gens, ça fait 10 fois qu'ils la font. Non, c'est notre 5e et tout. Ils étaient tous avec leur famille. Et ils me disent, mais viens, c'est trop sympa. Je dis, mais ouais, mais vous avez vos enfants. Moi, je suis toute seule. Je vais arriver au stade. Il est 1h du mat. Je suis toute seule. Il n'y a personne. Allez, on te prête nos enfants si tu veux. On en a trop. Et j'ai fini avec eux. C'était hyper sympa. Mais je peux te dire que dans la descente, vraiment, mais ça m'a saoulée. Vraiment, là, je me suis dit, mais j'aurais vraiment... Non, mais je dis ça, mais je pense que s'il y avait eu un taxi qui passait, je ne l'aurais pas pris. Mais vraiment, j'aurais pris... Je me disais dans ma tête, je prends un taxi, je vais à mon hôtel, je fais DNF sur le dernier kilomètre. Rien à foutre. Ça me fait trop mal, mes pieds. Et en plus, je suis arrivée à 3h, donc j'arrive à... Tu sais, t'arrives, tu restes un peu. J'arrive à 4h du mat à mon hôtel. Je me plonge dans un bain. À 8h du mat, je monte dans un avion avec mon vélo et je pars à Madagascar faire 600 bornes de vélo à Madagascar. Heureusement, j'avais une assistance parce qu'à Madagascar, c'est craignos. Donc, j'avais pris des mecs pour venir avec moi en van. Parce que les mecs, ils m'ont aidé à mettre mes chaussures de vélo parce que j'avais les jambes tellement gonflées du trail et tellement plein d'ampoules que les mecs, ils étaient à 3 pour essayer de me faire enfiler mes chaussures de vélo, quoi. C'est dingue. 24 heures après la Diag. Enfin bon. C'est incroyable. Mais la Diag, ça reste un bon souvenir. Mais la descente, les 5 derniers, là, horrible. Donc, voilà. Perrine Fage a failli plier devant la descente du Colorado après avoir fait l'enduroman. Mais pas la descente, le dernier kilomètre, c'est dur, là. Ça va qu'il n'y a pas de... Non, mais je te jure, il y aurait eu un taxi, mais je le prenais. Non, je pense pas. Je dis ça en déconnant, mais tu dis ça je l'ai vraiment pensé. Tu disais ça parce que tu étais en colère. Ouais, exactement. Comment on dit.
Bon, écoute, on arrive tranquillement vers la fin de notre entretien. Ouais. Qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast Tu sais, comme je te disais, je connais pas beaucoup de trailers. Mhm. Par contre, je suis Cathy et Germain Granger. Je les suis sur Instagram. J'ai vachement aimé leur aventure cet été. Mhm. Et je sais pas s'ils en ont parlé. En tout cas, je les ai suivis, moi. J'ai vu beaucoup de belles images, mais j'ai pas eu trop de mots. Et j'aurais bien aimé en avoir. Voilà. D'accord. J'aime bien ce qu'ils font parce que ils sont... Voilà, j'aime bien ce qu'ils font. Je suis en contact un petit peu avec Germain, j'espère dans pas longtemps arriver à m'entretenir avec lui. Ah bah ouais. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer ? Non. Non, on a fait le tour. J'espère juste qu'il y aura d'autres courses et que la vie va reprendre son cours et qu'on aura l'occasion de parler d'autres, de t'entendre, d'avoir d'autres podcasts avec des gens qui parlent des courses l'année prochaine à venir. Et, j'espère. Des courses ou autres aventures. J'espère aussi. On va passer à la dernière partie qui est la partie des questions rapides. Alors il faudrait que tu me répondes assez rapidement, de manière assez concise et sans argument. Ok ? On est parti ? Ouais, ça a l'air dur. Non, tu verras. Plat favori après la course ? Pizza. Boisson favorite après la course ? Coca Zéro. Gel, bar, les deux ou aucun des deux ? Aucun des deux. Enfin, un peu des deux et aucun des deux à la fois. Si je peux manger, sur les ultras, je mange de la vraie nourriture. De la vraie nourriture. Et des gels un peu avant les montées. D'accord. Nourriture fait maison ou industrielle ? Fait maison. Alors, ça va te parler grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie ? J'aime bien les deux. Non, mais il faut choisir. Putain. Ça dépend. À vélo, je dirais la pluie et à pied le vent. Alors, tu préfères les racines ou le verglas ? Le verglas. Tu es une des premières qui me dit le verglas. Ça m'étonne pas. C'est ton expérience compliquée à La Réunion, ça. Ouais, peut-être. Tu préfères courir de nuit ou de jour ? De nuit. L'hiver ou l'été ? L'été. Le matin, le midi ou le soir ? Matin. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout ? Quand je cours, rien du tout. Rien du tout. Tu préfères courir seul ou accompagné ? Seul. Alors là, je vais te... Dernière question. Choix cornélien, tu préfères l'ultra-cyclisme ou l'ultra-trail ? Les courses d'ultra-cyclisme. Les courses d'ultra-cyclisme. Okay. Si c'est une course organisée... ultra-trail, sans hésiter, j'aime pas la mentalité de certaines courses d'ultra-cyclisme. D'accord, ok. Bon, mais c'est très bien. Perrine, je te remercie énormément pour nous avoir fait partager tous ces moments. J'ai pas trop parlé, en fait, j'ai bu tes paroles tout le long. Et j'ai trop parlé. Non, mais pas du tout. Mais après, t'as de quoi raconter, donc c'est chouette. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Non, avec plaisir. Et puis je te dis, j'espère à bientôt. Oui, j'espère. Et puis je te souhaite une bonne soirée, Perrine. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Salut. À bientôt. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié mon échange avec l'invité du jour. N'hésitez pas à rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast, mais vous pouvez également me retrouver sur mon site internet en tapant Let's Try Podcast dans la barre de recherche. Au risque de me répéter, je vous invite à aller noter avec 5 étoiles et à mettre un commentaire sur la plateforme Apple Podcast, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en sélectionnant les différents liens présents sur les plateformes, vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Enfin, et pour terminer, et c'est ce qui compte le plus pour moi, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous, ceci permettra d'augmenter la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode, mais d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut! Jade, quand tu passes ta gomme, ça tape contre le mur. Merci Mathieu. Merci.
Ouais, ouais. Quel âge elle a? Elle a 12 ans. Ah, bon, ça Elle est va. en train de faire ses devoirs Les maison. maths. Ouais, les maths. Ah. Les problèmes, voilà, les problèmes. Les tu problèmes. sais, Ah. voilà. En plus, c'est un sujet qui te. Enfin, on vient de faire un exercice qui te concerne parce que c'était un sujet sur le triathlon. Donc elle devait connaître le nombre, la longueur des bassins. Enfin voilà. Bon, bref. Bon, il faut pas que les enfants retournent à la maison parce que sinon tu vas devoir refaire des problèmes. C'est clair. C'est clair. Enfin bon, voilà.